Nous allons vous parler ce soir d'un certain nombre de sujets liés à l'islam, de manière générale, non pas tant à l'islam comme religion qu'à ce que les gens font de l'islam. Leïla, donc brillante docteur en sciences politiques, va vous parler de sa thèse, de son livre, tiré de sa thèse Enfants d'islam et de Marianne, un travail passionnant qu'elle a fait à partir d'une immersion et d'entretien de plusieurs années auprès d'un public étudiant dit de culture musulmane, entre guillemets. Elle aura l'occasion de revenir sur ces termes. Et en ce qui me concerne, je vais vous parler du salafisme, donc un courant de l'islam, un courant parfois politique, parfois uniquement religieux, qui fait de plus en plus parler de lui depuis un certain nombre d'années. Et parler du salafisme aujourd'hui, c'est parler d'un certain nombre de dimensions politiques, religieuses, sociales, culturelles, internationales bien évidemment, par lesquelles s'entremêlent aujourd'hui un grand nombre de phénomènes, aussi bien franco-français qu'internationaux. Donc, si par exemple, depuis quelques années, vous suivez ce qui se passe dans le monde arabe, l'une des antiennes qui reviennent le plus souvent, c'est l'émergence des mouvements dits salafistes en Égypte, en Tunisie ou ailleurs. De la même manière que, en ce qui nous concerne en France, une visibilité croissante depuis quelques années a trait à ces figures du salafisme. Qu'est-ce que le salafisme? Ça, je vais venir après aux définitions. Mais par exemple, Mohamed Merah était décrit comme un salafiste. Lors du débat que nous avons eu sur le voile intégral en France, donc à partir de juin 2009, vous savez qu'il y a eu un certain nombre de choses qui ont agité le landerneau politique et médiatique en France depuis quelques années, où le salafiste ou les salafistes ont été mis à contribution pour expliquer certaines dynamiques qui traversaient les communautés musulmanes françaises. Donc le salafisme, c'est quoi? Je vais articuler mon intervention en 2 ou 3 points pour ne pas être trop long. Tout d'abord, je vais essayer de vous donner un aperçu historique et religieux de ce que recouvre cette notion, ce concept, puisque plus qu'une réalité tangible, vous allez le voir, c'est d'abord et avant tout un concept, une dynamique, une démarche religieuse. Dans un deuxième temps, je vais essayer de m'attarder sur les dynamiques internationales, pour notamment parler de l'actualité, vous parler d'un certain nombre essayer de dresser un panorama du paysage du salafisme mondialisé, que l'on parle de l'Arabie Saoudite, que l'on parle de la France. Le livre que j'ai eu la chance de publier il y a quelques mois, je l'ai appelé du Golfe aux banlieues, le salafisme mondialisé. J'espère que vous comprendrez pourquoi. Et dans un troisième temps, les débats plus actuels, plus français peut-être, essayer de vous expliquer aussi bien que je pourrais ce que recouvre aujourd'hui le salafisme dans notre société. Donc tout d'abord, le salafisme, de quoi parle-t-on quand on utilise ce terme? As-Salafi en arabe peut se traduire comme le mouvement de retour aux sources. As-Salaf Saleh en arabe, c'est une expression qui revient souvent, notamment dans le sunnisme. Lorsque je vous dis sunnisme, c'est la branche majoritaire aujourd'hui de l'islam, branche qui se veut orthodoxe, puisque la sunna c'est l'exemple laissé par le prophète Mohammed à partir du 7e siècle de l'ère chrétienne dans la péninsule arabique. Eh bien, le Salaf Saleh, c'est une expression qui en général se traduit par pieux prédécesseurs, sages anciens, vertueux devanciers. Et que veut-on désigner par cette expression? En utilisant cette expression, eh bien, on veut parler des premières générations de croyants, croyantes et croyants, bien évidemment. Ces gens qui sont, d'après les salafis, les gens qui veulent imiter les salafs, c'est ces générations qui sont censées être les dépositaires de l'authenticité religieuse. Voilà. Et en cela, le salafisme est un mouvement revivaliste, de retour aux sources, un mouvement fondamentaliste au sens premier du terme, une démarche puritaine, puisque pour comprendre le salafisme, il faut se représenter une forme de géographie mentale, de topographie, puisque l'islam, depuis maintenant près de 14 siècles, a pris plusieurs formes, a connu plusieurs versions, et une seule est restée authentique. L'islam, à partir du point de départ qui est censé représenter la révélation, à l'époque de Mohammed dont je vous parlais, eh bien l'islam a connu plusieurs évolutions, jusqu'aujourd'hui, jusqu'au XXIe siècle, un certain nombre de traductions politiques, culturelles, religieuses, dogmatiques parfois. Eh bien les salafis partagent l'idée, ne serait-ce que sur un plan théorique, qu'une forme d'authenticité existe. Cette authenticité, cette vérité, eh bien, on peut la recouvrer, on peut le renouer avec ce modèle de pratique, ce modèle de société qui prévalait, qui était censé prévaloir au début de l'islam, en remontant le cours de l'histoire, à travers une méthodologie qui se veut rigoureuse, voire scientifique. Donc le salafisme, en termes de topographie mentale, le salafi, celui qui veut revenir au salaf, c'est celui qui va essayer de remonter l'histoire de manière à renouer, remettre au goût du jour, réactualiser un modèle de croyance, un modèle de pratique, voire un modèle social, voire un modèle politique. Historiquement,
les salafis, donc ça je vous expliquais ce qu'on pourrait appeler la théorie, mais en pratique, eh bien, un grand nombre de réformes puritaines, de réformes salafis ont vu le jour. Je ne sais pas si certains d'entre vous sont versés dans l'histoire des sociétés musulmanes. Si des noms comme Ahmad ibn Hanbal vous disent des choses, non? Ahmad ibn Taymiyyah, très important pour comprendre aujourd'hui le paysage de l'islam, même de l'islamisme plus particulièrement. Mohammed ibn Abdel Wahhab aussi est un nom qui peut vous dire des choses. Donc, ce sont des clercs, des théoriciens religieux, des ulama, donc des savants, au sens de sciences religieuses, hein, pas au sens où on entend la science aujourd'hui. Eh bien, ce sont des gens qui ont pris, alors ce ne sont pas les seuls, mais en général, on les cite, parce que leur importance est telle qu'on les cite comme de véritables théoriciens du salafisme depuis des siècles, eh bien, de par une entreprise, un projet de réforme puritaine, à un moment donné de l'histoire, ils ont pris la décision eh bien, de rappeler à l'ordre, et le salafi, c'est celui qui rappelle à l'ordre le reste de ses coreligionnaires, pour lui rappeler justement les vertus de l'orthodoxie, revenir au chemin de la droiture. Est-ce que, par exemple, des gens parmi vous regardent la série Borgia? Vous regardez la série Borgia? Voilà. Est-ce que des gens s'intéressent à l'émergence du protestantisme dans l'Europe de la Renaissance? Non. Vous savez que vous ne pouvez pas comprendre l'émergence du protestantisme si vous n'avez pas à l'esprit certains, aux yeux de ceux qui allaient devenir les protestants, eh bien, de ce qu'ils percevaient comme de véritables fautes, de véritables crimes au regard de la foi chrétienne, à commencer par le crime de simonie. La simonie, par exemple, pratiquée par Alexandre VI, le pape Borgia. Voilà. Certaines personnes voient en Jérôme Savonarole donc un clerc chrétien florentin, un ancêtre ou un précurseur de Luther ou de Calvin. Eh bien, historiquement, dans la religion musulmane, vous avez un certain nombre d'évolutions qui ont amené eh bien, un certain nombre de clercs à essayer de rappeler à l'ordre, formuler, formaliser une production religieuse, le salafisme. Au 8e siècle, à l'époque de l'Empire abbasside, vous avez des gens qui commencent à s'interroger sur le Coran. Le Coran est-il le verbe de Dieu ou non? Il est moins créé. Réponse de l'orthodoxie. Le Coran est le verbe de Dieu incréé. 8e siècle de l'ère chrétienne à Bagdad. Quelques siècles plus tard, Ibn Taymiyyah, c'est quelqu'un qui est très important, pourquoi je vous parlais de lui? C'est quelqu'un qui va expliquer que, par exemple, les dynasties héritières des Mongols, les Tatars, eh bien, qui se convertissent à l'islam, ce sont des dynasties qui se convertissent à l'islam, certes, mais de manière diplomatique. Ce sont donc de faux musulmans. Et il émet une fatwa, donc il rend une consultation, un avis juridique encore aujourd'hui très important, dans la mesure où il explique que les Tatars sont de faux musulmans et il les excommunie. Parce que, selon lui, il n'appliquait pas les règles de l'islam, les lois notamment censées émaner de la charia. J'aurai l'occasion peut-être de revenir là-dessus. Plusieurs siècles après, au XXe siècle, vous avez des groupes islamistes qui ont réactualisé cette pensée, qui l'ont réactualisée, pour expliquer qu'aujourd'hui, certains gouvernements arabes, Moubarak, du temps de sa splendeur, le roi d'Arabie Saoudite, le roi du Maroc, le président de la Syrie, sont des gens qui sont faussement musulmans. Pensée anathémisante. Sachant qu'Ibn Taymiyyah, c'est infiniment plus complexe que ça. Ibn Abdel Wahhab, au XVIIIe siècle, et je fais encore un saut de quelques siècles, dans la péninsule arabique, à une époque où un certain nombre de ce qui à ses yeux représente des déviances, par exemple le culte des saints, je vous parlais de la simonie dans la Rome d'Alexandre VI, eh bien le culte des saints, c'est-à-dire le fait de demander des bénédictions à autre qu'à Dieu, constitue un crime important, un crime premier, et il s'agit de reformuler la religion sur un mode puritain, fondamentaliste et orthodoxe. Je viens maintenant à l'époque contemporaine. Le salafisme, là, je vous ai assez rapidement essayé de le définir de manière théorique. En pratique, aujourd'hui, un grand nombre de mouvements se disent salafistes. Les frères musulmans, à l'origine, Hassan al-Banna, le fondateur des frères musulmans, j'ai l'occasion de peut-être vous parler après, est une personne qui peut être vue comme un salafi. Mais aujourd'hui, à notre époque, on a pris l'habitude eh bien, de différencier plusieurs mouvements. Et si les points de divergence sont importants sur un plan religieux, je vais m'intéresser d'abord et avant tout, voire essentiellement ou exclusivement, à leur approche du politique. Vous avez des mouvements qui se disent salafis, eh bien, qui, au nom d'une lecture véhémente de la religion, voire révolutionnaire, j'ai un ami, Samir Hamdar, qui parle du salafisme que certains appellent djihadiste comme un salafisme révolutionnaire, dans la mesure où ce qui est recherché, c'est une révolution au nom de l'islam. Et ce qui est justifié à ce titre, eh bien, c'est de détruire des pouvoirs qui sont censés être impies, car faussement musulmans.
l'acteur le plus médiatique et le plus célèbre de ce courant salafiste révolutionnaire, appelé également salafiste djihadiste, c'est certainement Al-Qaïda. Puisque qu'est-ce qui est justifié par Ben Laden, par Ayman al-Zawahiri, vous connaissez, vous voyez qui c'est, celui qui a pris la tête d'Al-Qaïda depuis la mort de Ben Laden, enfin, qui était d'ailleurs avant, de fait, la principale figure intellectuelle du mouvement, de l'organisation. Eh bien, ces gens expliquent qu'on ne peut pas réformer les sociétés musulmanes sans agir par le haut, sans détruire ce qu'il y a de faussement islamique, ces nouvelles idoles. Et typiquement, ça a une conséquence très importante, c'est qu'un concept religieux comme le djihad, le djihad étant le djihad en arabe désignant cette dynamique de mise en conformité avec l'esprit et la lettre de la religion, cette tentative de s'améliorer sur un plan spirituel, social, caritatif, voire parfois politique pour certaines personnes, eh bien le djihad peut être compris de manière véhémente et violente. Typiquement, vous avez le droit, si vous êtes salafi révolutionnaire, salafi djihadiste, de vous en prendre et vous, dans un cadre de droit martial, vous avez le droit de légitimité parfois la guerre. Par rapport aux faux musulmans, ceux qui ont trahi Moubarak, le roi d'Arabie Saoudite, le président Al-Assad, je ne sais pas si vous vous intéressez à la situation en Syrie depuis quelques années. Est-ce que vous connaissez le front al-Nusra, Jabhat al-Nusra, qu'on cite souvent, qui n'est pas le principal visage de la rébellion syrienne, mais qui est certainement médiatiquement celui qui interpelle, ou parmi ceux qui interpellent le plus certains gouvernements occidentaux. Je ne sais pas si vous vous intéressez, par exemple, au débat sur la possibilité ou l'intérêt de livrer des armes à la rébellion syrienne. L'un des sujets, l'une des questions qui est traitée, c'est que vont devenir ces armes entre les mains des membres de Nusra. C'est un front, une organisation djihadiste, entre guillemets, qui d'ailleurs, il y a quelques mois, a prêté allégeance à Al-Qaïda. Et d'ailleurs, dont un certain nombre des membres sont d'anciens d'Al-Qaïda en Irak. Vous avez un deuxième courant qui se réclame également du salafisme, qui est plus participationniste, et qui incarne, bon an mal an, une nouvelle génération de l'islam politique. Depuis 2010, depuis décembre 2010 et le début de ce que certains appellent les printemps arabes, ou les révolutions dans le monde arabe, ou les soulèvements dans le monde arabe, cette nouvelle donne, eh bien, nous connaissions cet islam politique, cet islamisme, j'allais dire canal historique, incarné par les frères musulmans, vous connaissez certainement, par exemple en Égypte, par exemple en Tunisie, où Nahda, le parti aujourd'hui, la principale formation politique aujourd'hui, Nahda est une émanation des frères musulmans. Rachid Ranouchi est quelqu'un qui appartient au bureau des frères musulmans, à la confrérie, aux principales figures de la confrérie. En Égypte, il y a maintenant plus d'un an et demi, des élections ont été organisées. Les frères musulmans sont arrivés en tête. Ce qui, à vrai dire, n'a pas constitué une surprise, puisque les frères musulmans étaient, j'allais dire en un sens, programmés pour arriver au pouvoir, à travers notamment le parti qu'ils ont créé, le Parti de la liberté et de la justice. Mais la véritable surprise est arrivée des partis dits salafistes, au premier rang desquels Hizb an-Nour, le parti de la lumière, qui a déclenché la surprise, en étant le principal parti de la coalition qui est arrivé deuxième. Ce parti aujourd'hui se fait entendre, par exemple, dans le cadre des débats sur la prochaine constitution. C'est aussi vrai en Tunisie par ailleurs, mais bon, les salafistes sont plus importants, ne serait-ce que numériquement et proportionnellement en Égypte par rapport à la Tunisie. Ces formations animent des journaux, organisent des manifestations lorsque c'est possible, et font usage des outils classiques, que nous appelons classiques, du militantisme politique. Et donc, ils font valoir un agenda religieux, leur vision de réaffirmation de la religion dans la société, à travers les outils classiques de l'activisme politique. L'animation de journaux, les manifestations, ils sont entrés au Parlement, et ce genre de choses. Nous avons un troisième courant, qui lui est certainement aujourd'hui majoritaire, et qui se veut quiétiste, et qui sur le plan de son rapport, de sa philosophie politique, de sa pensée politique, eh bien, explique que l'activisme, al-harakiya, au final produit plus de mal que de bien. Les clercs de ce mouvement mettent en garde contre les risques de sédition, de discorde, d'anarchie qui peuvent émaner de l'activisme politique. Et en cela, le véritable positionnement, le positionnement entre guillemets authentique de leur point de vue, c'est l'allégeance aux pouvoirs en place. Dans le cadre d'une société majoritairement musulmane, cela prend la forme de quoi? Eh bien, d'une allégeance de fait au prince. Le raisonnement qui est fait est le suivant. Le prince, quand je dis le prince, c'est le président, le ministre,
le chef de l'État, le gouvernant, le gouverneur, aussi critiquable soit-il sur le plan de la morale religieuse, il a l'insigne mérite, l'insigne vertu de nous protéger de la sédition, de nous prévenir, de prévenir, eh bien, une forme de déflagration de l'ordre social. Et une déflagration de l'ordre social, une crise majeure, par exemple sur un plan politique, sur un plan sécuritaire, sur un plan militaire, peut emporter la société d'islam. Et que même les mosquées disparaîtraient, même la possibilité de pratiquer la religion disparaîtrait. Et qu'un prince, Wali al-Amr, celui qui détient l'autorité politique, aussi critiquable soit-il, il n'en reste pas moins légitime. Et ils vous diront une chose, dans le cadre des débats qui agitent, qui interpellent les clercs du salafisme, prenez l'Irak de Saddam Hussein. Peut-on dire que Saddam Hussein était un bon prince musulman, au sens de la morale musulmane, d'après les salafis? La réponse est plutôt non, mais il avait l'insigne mérite de protéger l'Irak et les Irakiens d'une sédition. Qu'est-ce que les Irakiens ont gagné après le départ et la mort de Saddam Hussein? L'Irak a disparu, l'Irak s'est dissous. L'Irak maintenant est un pays dominé par les chiites, alors vous imaginez ce que le chiisme peut représenter en termes d'hétérodoxie, en termes de déviance d'après les salafis, voire de dénaturation de l'islam lorsque l'on se veut comme des salafis orthodoxes, croyant de l'authenticité. Les Kurdes sont pratiquement autonomes aujourd'hui, donc au final, l'Irak, en termes de pensée politique, qui n'est pas sans rappeler un certain nombre de philosophes européens, à partir du XVIIe et du XVIIIe siècle, eh bien l'Irak aujourd'hui est une société pratiquement dissoute. C'est là où ça devient plus intéressant, c'est qu'aujourd'hui, dans le cadre de ce qui se passe dans le monde arabe, il y a un pays extrêmement important pour comprendre les évolutions du salafisme depuis plusieurs décennies, à savoir l'Arabie Saoudite. Puisque l'Arabie Saoudite, de par son contrat social, de par l'islam dont se revendiquent les dirigeants de ce pays, eh bien, a assuré une forme de prosélytisme mondialisé, a assuré une forme d'exportation du salafisme depuis plusieurs décennies. Je vais revenir à Ben Laden un instant. Dans les années 80, qui est Ben Laden? C'est un enfant de la bourgeoisie ou des élites économiques saoudiennes qui fait œuvre de bien d'un point de vue saoudien, en attaquant, en prenant pour cible, en prenant pour ennemi. Je t'en prie. L'arslan. Je t'en prie, vous ne le voyez pas. L'Arabie Saoudite est dans le cadre de son alliance avec les États-Unis, parce que vous savez que depuis 1945, l'Arabie Saoudite est un pays qui est protégé de fait par la puissance américaine, depuis le pacte du 14 février 1945, dit pacte de Quincy. Roosevelt et le roi Abdelaziz ibn Saoud font un deal, concluent une alliance. L'Arabie Saoudite est un allié notamment sur le plan énergétique de la puissance américaine, et l'Amérique, eh bien, assure la sécurité de cette puissance importante qu'est l'Arabie Saoudite, dans le cadre d'une logique d'intérêt bien compris. L'Arabie Saoudite est un pays, on ne le dit pas assez, mais qui a joué un grand rôle dans la fin de la guerre froide, notamment à partir des années 80, sur un plan énergétique, j'aurai peut-être l'occasion d'y revenir, mais également sur un plan stratégique, en armant assez de manière importante, eh bien, ce qui faisait à l'époque figure de djihad légitime. C'est d'ailleurs là que les Afghans ne sont pas les habitants de l'Afghanistan, mais les combattants, cette génération de combattants, d'activistes politiques, qui ont fait leurs armes en Afghanistan, qui sont revenus après dans leur pays, certains en Algérie par exemple, certaines personnes du FIS sont des Afghans, dans ce sens-là, certaines personnes ont essayé de continuer ce combat, au premier rang desquels Ben Laden. Et dans les années 80, bon an mal an, est créé Al-Qaïda. Dans les années 90, à partir notamment de la première guerre du Golfe, autre événement important, 90-91, l'Arabie Saoudite scelle une nouvelle forme d'alliance, renforce son alliance avec les États-Unis, et Ben Laden, cette fois-ci, eh bien, prend pour cible le royaume d'Arabie Saoudite, la monarchie, puisque ce pays est censé maintenant avoir trahi la religion, puisque le djihad devient légitime contre ce pays et devient légitime contre les États-Unis, alliés de ce régime qui est en fait un régime assez maintenant hypocrite. Et le 11 septembre 2001, eh bien, c'est après la décennie 90 qui a vu les attentats à Nairobi en Tanzanie, le premier attentat du World Trade Center en 93, eh bien, le 11 septembre 2001, j'allais dire, c'est le résultat, eh bien, de ce djihad, cette nouvelle génération de djihad, cette fois-ci entreprise contre l'Arabie Saoudite et contre son allié américain. Et à partir de là, nous avons une histoire plus contemporaine sur laquelle j'espère nous aurons l'occasion de revenir. Donc l'Arabie Saoudite aujourd'hui est très important pour comprendre les dynamiques salafistes au niveau mondial. Ce n'est pas le seul pays, bien évidemment, mais c'est important. Je vais maintenant passer à la France. Et l'une des raisons pour lesquelles nous avons aujourd'hui
une certaine visibilité de certains mouvements dits salafistes, sachant qu'en France, le visage principal, le visage, voire quasi exclusif du salafisme, c'est le courant quiétiste. Aujourd'hui, nous avons, d'après mes observations, plusieurs milliers de personnes musulmanes d'obédience salafie. Ces personnes, nous les trouvons notamment à partir de la fin des années 90, ce qui d'ailleurs n'est pas anodin dans la mesure où l'Arabie Saoudite, étant en porte-à-faux par rapport au courant djihadiste à partir de la première guerre du Golfe, réinvestit sur le salafisme quiétiste. Et l'une des raisons pour lesquelles nous avons une visibilité croissante du salafisme quiétiste depuis les années 90, c'est lié à ce facteur géopolitique qui est la première guerre du Golfe, 90-91. Nous avons la réaffirmation d'une vision du salafisme légitimiste, conservatrice sur un plan politique et sur le plan des mœurs, et où, en vertu de cette haine de la sédition, de l'anarchie, eh bien, lorsque l'on est salafi en société majoritairement musulmane, on a d'autres choix que de prêter allégeance aux régimes en place, mais dans un régime majoritaire, dans une situation, dans une configuration majoritairement non musulmane, comme la France, l'un des principes, ce n'est pas le seul, mais l'un des principes que les salafis mettent en avant, c'est celui de hijra, de migration salutaire. Un peu à la manière des premières générations de musulmans, des premiers croyants qui ont quitté la Mecque pour Médine. Pourquoi? Parce que leur vie, leur pratique, la possibilité de vivre leur islam et leur foi était mise en danger par la population, ou par les dignitaires de la cité mécoise. Ce qui a justifié ce départ, cet exil salutaire pour préserver sa religion, et même son intégrité physique dans certains cas, vers Médine. Et aujourd'hui, cette crainte de perdre son authenticité religieuse, son capital religieux aujourd'hui en France, fait que lorsque vous vous intéressez, comme ça a été mon cas, au salafisme en France, vous vous intéressez certes au salafisme en France, mais vous allez faire du terrain en Égypte, en Arabie Saoudite, au Qatar, aux Émirats, en Algérie ou ailleurs. Une des raisons pour lesquelles j'ai appelé le livre du Golfe aux banlieues le salafisme mondialisé. Puisque nous n'avons pas tant une salafisation de l'islam ou des musulmans qu'une globalisation des codes du salafisme aujourd'hui. Et lorsqu'on veut faire un pas de côté et essayer de raisonner en termes comparatistes, on se rend compte aujourd'hui que le salafisme, c'est l'islam de la mondialisation. Ce n'est pas une forme de religiosité, une offre identitaire musulmane, une religiosité musulmane qui s'inscrit dans ce qu'on pourrait appeler une culture de terroir. Les musulmans traditionnels aujourd'hui en France sont, qu'on le veuille ou pas, dépositaires à certains degrés d'une forme d'islam largement importée du Maghreb pour certains. Le musulman traditionnel maghrébin ou français n'est pas le salafi. Le salafi, c'est le musulman de la mondialisation. C'est le musulman dont la socialisation religieuse, l'apprentissage religieux s'est fait en grande partie par le web, et qui est en connexion, non pas constante, mais très régulière, avec les clercs, par exemple, du Yémen, d'Arabie Saoudite, d'ailleurs. De la même manière qu'on peut difficilement dire aujourd'hui que le chrétien évangélique est le chrétien traditionnel en France, c'est assez difficile de soutenir une thèse pareille, le chrétien traditionnel en France, c'est le chrétien catholique, dépositaire d'une forme de culture paroissiale. On peut trouver des équivalences, des points communs entre ce christianisme mondialisé qui est l'évangélisme ou l'évangélicalisme, et cet islam mondialisé qui est le salafisme. Et cette visibilité croissante du salafisme, et je termine là-dessus, s'explique, comme je le disais, par des facteurs macro, politiques, voire géopolitiques, mais également par des facteurs plus micro, plus individuels. Nous avons aujourd'hui une génération de personnes qui trouvent dans le salafisme quiétiste en grande partie une justification, une traduction religieuse, en réalité, quand on travaille sur le salafisme, de traits de caractère qui étaient là bien avant, en réalité, leur identification au salafisme. Lorsque je vous dis, par exemple, aujourd'hui, peu d'entrain pour le politique, la plupart des salafis ne votent pas, pour des raisons religieuses d'ailleurs. Il ne faut pas légitimer un ordre social français qui n'est pas musulman. Il ne faut pas donner une voix, d'ailleurs, à une personne qui va faire des choses que la morale musulmane réprouve, en termes de mœurs, en termes de législation, en termes de politique. Mais il y a une deuxième dimension très importante dans la sociologie du salafisme français. C'est une grande appétence, un attrait important pour les carrières commerçantes et pour le matérialisme économique, pour la jouissance matérielle. Certains salafis, par exemple, dans les banlieues françaises, ont à cœur de créer des formes de commerce halal, par exemple des sandwicheries, des agences de voyage, des agences immobilières, pour faire fructifier leur capital religieux et lui donner une dimension économique. Parce qu'ils se sont pris en main religieusement, et qu'ils ont essayé de rappeler à l'ordre leur coreligionnaire, puisqu'ils ont essayé de s'éloigner de la société en grande partie mécréante, impie, qui pourrait leur faire courir le risque de perdre leur islam. Lorsqu'ils ont, par exemple, ça peut prendre la forme
d'une défiance à l'égard du salariat, puisqu'il faut par exemple prier à l'heure, puisqu'il faut par exemple en termes de vêture s'habiller comme les premiers musulmans, eh bien ça met en danger, ça contrarie une forme d'intégration économique. C'est pour ça que ça justifie d'ailleurs à leurs yeux une forme d'investissement dans les carrières de l'entrepreneuriat et du commerçant. Et ils vous diront que par exemple les premiers musulmans étaient de très bons commerçants et qu'il n'est pas interdit de jouir matériellement. Plus riche on est, plus pieux on est. Alors, la jouissance devant être morale, hein. Il n'est pas question pour les salafis de vendre de l'alcool ou ce genre de choses. Eh bien, ces deux aspects, cette double dimension, peu d'entrain pour l'activisme politique, peu d'entrain pour le militantisme, peu d'entrain pour l'État-nation, puisque l'État français, que représente-t-il pour les salafis, si ce n'est une forme de dégénérescence politique? Et la deuxième dimension, le deuxième aspect, le deuxième caractère, à savoir l'appétence, l'attrait pour, eh bien, le consumérisme, le matérialisme et la jouissance matérielle. Mine de rien, quand on fait un pas de côté, qu'on s'intéresse à la jeunesse aujourd'hui française, sinon occidentale, que voit-on? On voit que c'est quand même deux choses assez observables, assez présentes, eh bien, au sein d'un grand nombre de communautés dites jeunes, dans les sociétés dites contemporaines et modernes. Donc merci beaucoup, j'espère que j'aurai l'occasion de revenir sur certains points si vous le voulez, et je laisse la parole à Leïla. Bonjour à vous, c'est pas la peine que je prenne un micro, vous m'entendez tous, hein? Ok. Classique. Donc, moi, on m'a demandé d'intervenir sur la question de l'islam dans les banlieues. Donc, par rapport à ça, je peux vous parler de deux enquêtes que j'ai faites, dont une d'ailleurs avec Mohamed. Donc, la première, c'était dans le cadre de ma thèse. Elle a donné lieu à une publication qui s'appelle Enfants d'Islam et de Marianne, des banlieues à l'université, au PUF, en 2010. Et la deuxième, c'est une monographie qui a été faite sur Clichy-sous-Bois et Montfermeil, sous la direction de Gilles Kepel. Voilà, c'est sorti en octobre 2011, puis à nouveau en janvier 2012 chez Gallimard. On va faire la liste. Alors, c'est mieux là? Ouais. Donc, je vous présente un peu le grand cadre de chacune de ces deux enquêtes, et ensuite, ça vous permettra de comprendre le point principal que je veux souligner. Donc la première enquête, elle a été, son objectif en fait, c'était de comprendre comment se construisait et se déployait l'ethnicité de jeunes étudiants français grandis en quartier populaire, d'origine maghrébine, turque et africaine, présentés, quel que soit leur rapport religieux, comme musulmans. Mon terrain, c'était principalement une espèce de grand croissant autour de Paris, le nord des Hauts-de-Seine, une bonne partie de la Seine-Saint-Denis, jusqu'à Créteil. Voilà, donc ça reste Île-de-France. Voilà. La deuxième enquête, donc, comme je vous l'ai dit, c'était Clichy-sous-Bois-Montfermeil. Donc nous, ce qu'on a cherché à faire, c'était comprendre un peu le vécu des habitants, quelles que soient leurs origines, leur confession, leur appartenance nationale et ethnique, et voir comment s'imbriquaient différentes thématiques, donc le logement et la rénovation urbaine, l'éducation, l'emploi, le rapport, la sécurité, le rapport à la police, et enfin le rapport aux politiques et le rapport aux religieux. Donc on a deux échantillons qui sont différents. Le premier, c'est jeunes étudiants, voilà. Et le deuxième échantillon, on a pu avoir, on va dire, des gens allant de 17 à 77 ans, ce qui français ou non, d'origine étrangère ou non. Pour les étrangers, il y avait aussi quelques-uns qui étaient sans papier, avec des niveaux d'éducation différents, mais globalement, c'était quand même tous des classes populaires du territoire. Donc, ce que je voulais, en fait, à travers ces différents terrains, qui se situent donc à chaque fois dans les quartiers populaires de l'Île-de-France, en partie sur des populations présentées comme musulmanes, quel que soit leur rapport religieux, parce que c'est vrai que sur l'échantillon Clichy, il y avait quand même beaucoup de gens immigrés ou descendants d'immigrés qui venaient de pays à majorité musulmane, donc du Maghreb, du Mali, du Sénégal et de Turquie. Donc, moi, ce sur quoi la chose que je veux vraiment souligner, c'est que, en fait, globalement, depuis on va dire depuis les années 2000,
dans le discours public, on a vu, quand on traite de la question des immigrés et des descendants d'immigrés, on a vu justement ces populations apparaître dans le discours public de plus en plus comme musulmans, quel que soit leur propre rapport religieux. Parce que, outre le fait qu'on peut être converti aussi à l'islam et que l'islam ne concerne pas que les populations immigrées ou descendants d'immigrés, il faut voir que le rapport à l'islam et le rapport à l'ethnicité va être impacté par déjà les histoires migratoires dans lesquelles s'inscrivent les individus, qu'ils aient ou pas immigré eux-mêmes, et surtout ensuite par leur trajectoire sociale en France. Donc là, je reviendrai sur ma première enquête pour vous donner vraiment le cœur pas du problème, mais de la dynamique. C'est qu'en fait, bien que j'ai travaillé sur des étudiants, on se rend compte que dans leur rapport à l'école, on pouvait avoir des populations qui étaient un peu aussi dans la difficulté. Et que finalement, selon que l'individu avait l'impression de s'insérer dans une trajectoire sociale ascendante, notamment par l'école, il allait construire une relation à ses identités, notamment ethniques ou religieuses, plus ou moins souple et plus ou moins apaisée. Donc au cœur de mon travail, il y avait une typologie qui... en fait, il y a plein de typologies qui se sont superposées les unes aux autres, ça donnait quelque chose comme ça d'assez fin. Juste sur le rapport au religieux, j'avais des gens qui étaient sortis de l'islam, soit parce qu'ils se définissaient comme athées, soit parce qu'ils s'étaient convertis à une autre religion, soit parce qu'ils étaient indifférents au fait de devoir se dire appartenir à telle ou telle religion, notamment, juste pour vous signaler, le cas d'enfants, de jeunes d'origine algérienne qui avaient un discours très dur sur l'islam comme religion terroriste, etc. Et en fait, eux-mêmes avaient pu, pendant leur jeunesse, repartir en Algérie pendant les vacances, pendant la décennie noire, et avaient vu des choses parfois un petit peu compliquées. Et voilà, du coup, ils avaient repris un peu à leur compte le discours. On entend quand même assez régulièrement sur l'islam, et ils s'en distançaient comme ça. Mais cet échantillon, cette population de sortie de l'islam, elle est je ne peux pas donner de chiffres sur la France, parce que mes échantillons ne sont pas représentatifs statistiquement, c'était vraiment du qualitatif, mais ça reste quand même des postures assez rares. À côté de ça, j'avais des gens que j'ai appelés les born-again muslims, dans lesquels les salafistes de Mohamed s'inscrivent totalement. Donc, qui se particularisent par le fait finalement de se reconvertir aux religieux selon des modalités qui vont trancher avec la socialisation religieuse familiale. Donc là je ne parle pas des convertis, c'est juste des populations issues de l'immigration. Du coup, souvent, ils ont un rapport plutôt écrit aux religieux, avec, disons, lire beaucoup pour reconstruire leur religieux. Ils vont se montrer très critiques par rapport à ce qu'a pu leur transmettre leurs parents, notamment les mamans. Il va y avoir, par exemple, pour certains, un discours sur les pratiques magiques, Ruqya, des choses comme ça, pas toujours très orthodoxes des mamans. Du coup, des fois, ça peut engendrer des frottements forts à l'intérieur des familles, voire des conflits. C'est un exemple parmi d'autres. Ils vont aussi pas mal utiliser Internet, comme Mohamed l'a dit, et passer par des associations religieuses. Donc ça, c'est un premier groupe, et c'est un deuxième groupe. Et le troisième groupe, c'est moi ceux que j'ai appelés les confessants séculiers, c'est-à-dire c'est des gens qui vont se dire musulmans, qui vont vivre l'islam à la fois comme un code de morale qui va leur permettre de poser des cadres dans leur vie, aussi sur un mode culturel. Ils vont être dans la suite des parents. Voilà. Il ne va pas y avoir de contestation. Voilà. Donc ça, c'était une première typologie. Et maintenant, la typologie centrale sur laquelle je veux revenir, c'est que j'ai croisé en fait la façon dont les individus réussissaient, avaient le sentiment d'être en ascension sociale grâce à l'école, donc leur réussite scolaire objective, combien de fois ils ont renouvelé, etc. Et les grilles d'analyse qu'ils allaient mobiliser pour comprendre leur place dans la société.
Pour aller très vite, ma typologie s'inscrit en 4 catégories. Premier groupe, c'est ce que j'ai appelé les galériens. Donc les galériens, ils ne sont pas utilisés, enfin, il y en a certains qui ont pu l'utiliser comme tel, le mot, bon, mais en tout cas, ça illustre très bien la situation dans laquelle ils sont. Donc en fait, c'est des gens souvent qui ont été, après la 3e, orientés contre leur gré en lycée professionnel, qui ont vécu ce moment comme une terrible injustice, et qui ont développé et qui ont réussi, après des efforts absolument incroyables, beaucoup d'années, on passe par les passerelles entre professionnels, on revient en première adaptation, enfin, ça leur a fait perdre vachement de temps, mais ils ont déployé une énergie folle par rapport à ce qu'ils considéraient être le système scolaire normal. Vraiment, voilà, normal, c'est le mot qui revient sans arrêt dans leur bouche. Vouloir fuir, pareil, entre guillemets, les classes poubelles, les classes de sauvages, les classes de la cité. C'est comme ça, c'est leur propos, hein, je cite. Et donc, quand on les interroge sur leur place dans la société, comment est-ce qu'ils peuvent, eux, expliquer un peu leur trajectoire sociale, ils vont souvent avoir un discours assez dur, en fait, en parlant de racisme interpersonnel, de racisme institutionnel. Et en fait, quand on pousse dans leur description de la société, on va voir que principalement, ils ont une vision de la société qui se construit à partir de frontières identitaires, souvent ethniques et religieuses, et très essentialistes. J'avais une question que j'ai posée à tout le monde, qui était, à votre avis, quel groupe social rencontre en France le plus de difficultés? Et eux, systématiquement, c'était les Noirs, les Arabes, les musulmans. Les Noirs, les Arabes, les musulmans. Ils ne parlaient pas, par exemple, en fait, ils se positionnaient eux-mêmes dans ces groupes, et par exemple, ils ne parlaient pas des jeunes, ou bien les classes populaires. Ça, c'était une façon de voir la société qui ne ressortait pas. Et j'ai eu même un entretien avec une jeune fille, c'était presque... en fait, elle incarnait pratiquement cet idéal type, et elle avait un discours très, très frappant. Elle utilisait les notions de nationalité musulmane ou de race musulmane. Vous voyez, bon, ça c'est juste, comment dire, on a aussi affaire à des gens qui... Enfin voilà, ils utilisent les mots sans toujours voir toujours tout. Mais ça montre comment ils dessinent les groupes, et ce sont des groupes fermés qui vivent un peu en parallèle les uns à côté des autres, et voilà. Donc ça, c'était le premier groupe, les galériens. J'ai un autre groupe, alors à l'intérieur des galériens, dans le rapport religieux, qu'est-ce qu'on peut trouver? On peut trouver principalement, en fait, des confessants séculiers et aussi quelques bandeliers musulmans. Alors, mon deuxième groupe ensuite, toujours par rapport à cette typologie centrale, c'est un groupe que j'ai appelé, alors je ne suis pas du tout contente du mot, et vous aurez toutes les raisons de critiquer le mot, mais je n'ai pas d'autres idées pour l'instant. Donc c'est un groupe que j'ai appelé les intégrationnistes. Donc c'est des gens qui avancent dans leur parcours scolaire tranquillement, sans grande... Enfin, pour eux, ils n'ont pas eu cette histoire un petit peu de confrontation avec l'école, ils ont plutôt confiance en elle. Voilà, donc ils avancent, et quand je leur posais cette question, alors les groupes sociaux, c'était assez drôle parce que eux, la grille qu'ils faisaient sortir, c'était plus des grilles en termes de groupes sociaux, classe moyenne, classe populaire. On pouvait aussi avoir les Noirs, les Arabes, les musulmans, mais c'était beaucoup moins marqué. Et j'ai comme ça eu des entretiens que moi on ne juge pas, hein, mais a posteriori, enfin, même sur le coup, on trouve ça assez drôle, donc naturellement, une approche neutre, voilà. J'avais eu un enquêté qui me parlait du scandale des impôts sur les classes moyennes, et que c'était incroyable. Voilà, donc c'était, vous voyez, c'est pas parce qu'en fait, ce que je veux dire par là, c'est pas parce qu'on est immigré ou descendant d'immigrés que l'identité qui va prévaloir et qui va, comment dire, orienter toute la vision du monde, où ça va être voilà, l'identité ethnique ou religieuse. Et alors, ce qui les caractérisait particulièrement, eux, c'était cette volonté de différencier sphère privée et sphère publique. Et pour eux, tout ce qui relevait de l'ethnicité, du religieux, c'était
la sphère privée. Et du coup, on pouvait arriver parfois à des comportements du type je fais le ramadan, c'est hyper important pour moi, mais le truc c'est que quand je suis à l'université ou que je suis en stage ou dans l'entreprise, voilà, surtout je vais faire en sorte que personne ne s'en aperçoive. C'est pas que je veuille absolument le cacher, que j'en ai honte, mais c'est mon business, c'est ma foi, donc je veux pas que ça s'étale. C'est un peu les mots qui ressortent. Alors parmi eux, on peut trouver, c'est principalement aussi des confessants séculiers ou des gens sortis de l'islam, et on avait aussi quelques born again muslims, des filles voilées. C'était extrêmement intéressant leur discours, parce que en fait, il y en avait une, elle faisait des études de médecine, et ce qu'elle voulait faire plus tard, c'était être médecin au sein de l'hôpital public. Et elle était en même temps extrêmement attachée à son voile. Et pour elle, ça posait des interrogations, comment faire. Et du coup, en fait, elle avait tout un discours sur mon voile, je le mets en dehors, mais pour ma future pratique professionnelle, comme je tiens vraiment à travailler dans l'hôpital public, et c'était la notion de service public, enfin, il y avait tout un discours là-dessus, je l'enlèverais. Ça me coûte profondément. C'est pas un acte facile pour moi, c'est une souffrance. Mais voilà. Donc, quelque part, elle aussi, elle reprenait cette espèce de définition sphère privée, sphère publique, même si, c'était pas non plus évident pour elle. À côté de ça, il y avait un autre groupe que j'ai appelé les critiques. Donc, les critiques, on peut dire d'une certaine façon, c'est le pan des galériens, mais en version, j'ai réussi très fortement mes études. Et en fait, ce qui est intéressant chez eux, c'est des gens qui... En fait, les galériens, ils étaient dans un discours très réactif, très abrupt, très violent. Et parfois, ils avaient un peu de la peine à construire un discours un petit peu presque politique, en fait, par rapport à leurs expériences. C'était vraiment dans la réaction. Les critiques, en fait, ils vont être davantage en mesure de construire un discours plus abouti par rapport à ça. Et typiquement, en fait, leur grande position, c'est on n'est pas contre la République en tant que modèle, on trouve que c'est dans ses promesses, c'est quelque chose de très beau, dans lequel on peut tous finalement vivre sans se taper dessus. Mais en même temps, quand on regarde au quotidien comment ça se passe, il y a un deux poids, deux mesures qui n'est pas acceptable. Donc l'idée, c'est que par rapport aux religieux, par rapport à l'ethnicité, tout en restant dans sphère privée, sphère publique, ce que le discours majoritaire présente comme différence et posant problème, nous on dit que si on se réfère au principe même de la République, on ne voit pas où il est le problème. Et que justement ces comportements, en quoi c'est des différences. Typiquement sur le voile, ils vont, plutôt que de mobiliser un argumentaire religieux pour dire voilà, dans le Coran c'est marqué comme ça, donc j'ai le droit de porter mon voile, non, ils vont se référer à la Constitution, à la Déclaration des droits de l'homme, ou bien même au texte européen, pour dire qu'en France, on a le droit d'exprimer ses convictions religieuses. Voilà. Et le dernier groupe, donc dans ce petit groupe-là, on a des confessants séculiers et aussi des born again muslims. Enfin, on a un peu les trois catégories par rapport, que j'ai définies par rapport aux religieux. Et enfin, le dernier petit groupe, c'est un groupe tout petit, que j'ai appelé les grimpeurs, qui est constitué principalement de garçons qui a fait des grandes écoles. Et grimpeurs, en fait, c'est des gens qui, depuis donc Sciences Po, etc., qui sont bien conscients, ils viennent tous de quartiers populaires. Hein. On regarde ça. Voilà. Depuis les années 2000, ils sont bien conscients qu'il y a eu cette émergence de la notion de diversité. Et du coup, on peut dire que c'est un peu des surfeurs de la vague diversité. Du coup, ils ne vont pas hésiter à mettre en avant certaines de leurs identités ethniques, de territoire, mais surtout pas religieuses, parce qu'ils considèrent que le religieux, à partir du moment où on dit publiquement qu'on est musulman, qu'on le pratique, ça peut devenir un peu compliqué si on veut continuer d'avoir cette ascension sociale ascendante. Très ascendante dans leur cas, puisque souvent ça va être des gens qui aiment bien, qui s'intéressent bien à la politique. Ça va être par exemple les seuls encartés que j'ai pu avoir de l'ensemble de mon échantillon. Ce qui est intéressant, c'est que tout mon échantillon
globalement, ils suivent l'actualité, ils s'intéressent à la politique, ils votent tous et ils sont engagés dans le secteur associatif, beaucoup dans l'aide aux devoirs, avec l'idée de on va rendre ce qu'on nous a donné grâce à l'école, même les galériens, ce qui est assez intéressant. Il y a ce discours dur sur l'école, mais en même temps la conscience que l'école c'est l'outil en France pour essayer de s'arracher à sa condition de départ. Mais en même temps, l'ensemble de l'échantillon, sauf les grimpeurs, va être dans un discours extrêmement critique sur le personnel politique et puis les forces traditionnelles d'organisation collective, type parti ou syndicat. Voilà. Les grimpeurs, ils vont être dans une approche, ils commencent un peu à entrer dans le milieu. Donc, ça va être des gens qui vont être plus facilement cooptés par ce type d'organisation. Alors, si on fait le lien avec Clichy, après peut-être qu'on pourra échanger de façon. Voilà. C'est que, donc, sur Clichy, on avait affaire à une population, comme je vous l'ai dit précédemment, qui était quand même extrêmement variée par rapport à ces différentes appartenances sociologiques. Mais ce qui ressort principalement, c'est qu'à partir du moment où l'individu a le sentiment que ça avance pour lui, c'est peut-être compliqué, mais qu'il ne va pas être assigné toute sa vie à une condition sociale stagnante et compliquée. À partir de là, le rapport à l'ethnicité, le rapport au religieux va se vivre de façon plus apaisée. Ce qui ne veut pas dire que plus on monte dans l'échelle sociale, moins on croit. Je ne dis absolument pas ça. Je dis juste que la façon dont les individus vont aborder ces questions identitaires va être plus apaisé, c'est le mot, quoi. Ça va pas, ils vont moins être dans de la confrontation brutale entre société majoritaire et société définie comme telle minoritaire, groupe minoritaire. Voilà. Donc vous voulez je pense que par l'échange avec la salle, les questions on pourra affiner. Oula. Regardez. C'est bon ? Bonsoir, je m'appelle Stéphane Suffert, je suis avocat, je suis d'origine américaine, mais ça fait 30 ans que je suis en France. Ce qui m'intéresse dans le discours, et je connais Mohamed Ali, mais ce qui me frappe dans le discours que vous venez d'avoir, j'ai été impliqué moi-même dans la lutte pour les droits des Noirs aux États-Unis dans les années 70, 70. Et j'avais un copain noir, une fois qui m'a dit on entend parler toujours ici du problème noir, il n'y a pas un problème noir aux États-Unis, il y a un problème blanc. Et ça m'a beaucoup frappé, parce qu'on passe son temps ici à étudier les réactions des gens dans les banlieues, par exemple, qui sont d'origine immigrée, relativement proches. Mais il n'y a pas beaucoup d'études sur les attitudes des Français. Et ce qui m'a frappé dans votre discours, c'est que l'échantillon que vous avez utilisé, il résonne en termes de catégories françaises. C'est ça qui est frappant. Non, je veux dire, c'est que, par exemple, toute cette question de sphère publique, sphère privée, c'est une chose qui est typique, vraiment très typiquement français, détournée entre parenthèses, parce que juridiquement, ça ne fait pas de distinction qui est faite dans le droit français pour la laïcité. Je suis avocat, je suis juriste, je ne suis pas placé de savoir. Et que, effectivement, ce qui me frappe, moi, c'est que je trouve, j'ai beaucoup de contacts avec les gens de la communauté musulmane en banlieue, parce que j'ai beaucoup de clients qui sont des associations musulmanes. Et bon, peut-être que je suis un extraterrestre, mais ce qui me frappe, c'est que leur réaction me semble toujours plus ou moins raisonnable, pas toujours, mais souvent très raisonnable. Et ce qui me frappe comme curieux, c'est plutôt l'ambiance dans laquelle on vit, où on impose une certaine vision de ce qui est le religieux et la place du religieux, qui est typiquement français, qui est vraiment limité à la France, et qui, peut-être ce qu'il faut, c'est une remise en cause, pas tellement de manière des gens qui sont de religion non majoritaire en France de vivre leur religion, mais de la manière de la culture française de traiter la question religieuse, qui pour moi est assez curieux, encore une fois. Je ne veux pas être trop long, mais il y a peut-être un renversement de perspective. Comme j'ai dit, pour moi, il n'y a pas un problème musulman en France, il y a un problème des Français de souche. Voilà.
Allez. On prend quelques questions et puis questions. Vas-y, madame. Oui, à chaud, je voudrais répondre au monsieur en lui disant que, bah oui, la laïcité française, c'est le résultat d'une histoire. Elle a commencé au XIXe siècle avec le conflit, avec la Révolution française, et puis le conflit, bon, et puis la loi de 1905. Et je vois pas pourquoi, parce que ça se passe autrement aux États-Unis, il faudrait que remettre en cause la loi de laïcité. Et en plus, je mets en garde, parce que surtout dans le contexte présent, on a un catholicisme français de plus en plus offensif et conservateur, et on l'a vu encore il n'y a pas très longtemps, et ils sont prêts à remettre en cause la laïcité telle qu'elle se produit, telle qu'elle est aujourd'hui, mais ça ira dans un sens que certains, que la plupart d'entre nous ne souhaitent pas. Bon, deuxièmement, je voudrais dire que je suis fort contente, mais vous n'avez pas eu un article dans Politis sur votre livre? Peut-être. Parce que je me souviens très bien d'avoir les catégories que vous avez énoncées, je crois les avoir lues quelque part. Et Oui, je sais plus. et en tout cas, je suis très heureuse comme ex-enseignante d'entendre dire que ces jeunes considèrent l'école comme une chance parce qu'on ne s'en est pas toujours aperçu. Comme prof, hein. Je prends une troisième question et puis je vous repasse la parole. Oui, moi aussi, dans le rendu de l'enquête, vous nous avez bien aperçu, je ne retrouve pas le côté la France. Vous nous parlez des catégories, mais on ne retrouve pas la France ni l'administration. Je parle en connaissance de cause parce que moi je travaille dans une ville qui s'appelle Gennevilliers, qui est une ville de tradition ouvrière, et 25% à peu près de la population est d'origine immigrée ou étrangère. Et dans ces 25%, la majorité est musulmane. À Gennevilliers, les femmes arrivent du Maghreb, d'Algérie, surtout du Maroc, parce que c'est une forte dominance marocaine. Les femmes arrivent du Maroc, d'Algérie, de Tunisie, non voilées, universitaires, prêtes à travailler. Au bout de quelques mois, elles sont voilées, elles sont à la maison. Voilà. Des bacs plus 6, des bacs plus 7, elles se retrouvent à faire assistante maternelle, comme si elles n'avaient aucun niveau. Le vendredi, on voit des petites filles de 6 ans voilées, qu'on emmène à la mosquée. Je n'ai rien contre la mosquée, mais j'ai quelque chose contre les petites filles voilées. On trouve les magasins sont fermés parce que c'est la prière du vendredi. Bon, c'est un territoire. C'est-à-dire, moi, le vendredi à Gennevilliers, j'ai l'impression que je suis à Alger ou dans certains quartiers dans la banlieue de Casablanca. Et je comprends cette situation. Je comprends cette situation parce que les femmes, je travaille pour une association féministe, plutôt pour les droits des femmes et l'égalité, et sur les 500 femmes qu'on suit, je dirais que 499 sont voilées. La plupart ne travaillent pas. Et la plupart, peut-être, ne connaissent pas le français. Est-ce que vous avez des questions? Non, mais en échange, donc je donne mon point de vue. Voilà. Donc, moi, j'aimerais bien que dans vos interventions, vous parliez un peu de l'échec de l'intégration. Moi, je n'ai aucun problème avec le mot intégration, parce que c'est quand même le but, quelque part. Hein. J'aimerais bien qu'on nous explique pourquoi, aujourd'hui, en 2013, des femmes musulmanes sont voilées et cloîtrées à la maison, pourquoi elles ne parlent pas français, pourquoi il n'y a aucune perspective et pourquoi on agresse en plus, par ailleurs, une femme voilée. Alors, voilà. Juste, je vais commencer à répondre. Moi, je ne prétends pas, c'est impossible dans une présentation, ni même dans une recherche, de dire je vais vous expliquer tout ce qui se passe sur l'islam en France, sur toutes les populations qui sont musulmanes en France. Je vous parle par rapport d'un terrain situé. Et pourquoi j'ai fait ce choix de vous parler de ce terrain? Je me suis positionnée en fait par rapport un peu au discours global qu'on a sur ces populations de quartier, immigrées et présentées comme musulmanes, où on les voit qui sont incarnées dans le discours public par la figure soit du jeune qui tient le mur et qui bat sa sœur, soit par le vilain barbu. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des comportements compliqués, je ne dis pas ça. Je voulais juste donner
montrer en fait que sur les descendants d'immigrés, il y a un truc qui est en train de se passer qu'on ne voit pas parce que c'est une sorte de révolution silencieuse, c'est que ces populations qui sont classe populaire, elles sont petit à petit, pour une partie d'entre elles, en train de devenir classe moyenne. Et que ça change quelque chose dans le rapport à l'ethnicité, dans le rapport au religieux, dans le rapport aux politiques, etc. C'était un premier point. Tout à fait vrai. Hein, voilà. Il existe beaucoup d'études qui parlent aussi des Français et de leur rapport à tout ça. Mais à un moment, j'aurais pu parler des jeunes en général, vous voyez. Et les jeunes en général, c'est trop grand. Quand on fait de la recherche, on est obligé de commencer par une petite porte. Et puis petite porte après petite porte, on commence à voir un petit peu les choses de façon plus claire et en même temps poser correctement. Là, en fait, j'ai pas fait un travail, moi, sur l'administration ou les pouvoirs publics. C'était vraiment sur qu'est-ce qui se passe pour cette population qui est en train de monter. Alors, vous avez signalé alors, les populations dont vous parlez, le cas de ces femmes qui sont finalement immigrées récentes, celles qui viennent très diplômées et qui se retrouvent... Pas que. C'est quoi? Les années 2000, 90? Des femmes qui sont sur le territoire depuis 20 ans, plus, 90, pas un mot de français, jamais, pas de formation, elles font les ménages, jamais personne ne les a formées. Alors là, typiquement, on se retrouve face à un beau problème social. Et que, voilà, donc, ce aussi sur quoi je veux attirer votre attention, c'est que souvent, sur ces populations-là, on va analyser tout leur comportement et ce qui est considéré comme dysfonctionnement à travers uniquement l'angle religieux, culturel ou ethnique, en essayant de trouver dans ces référents la cause de leur déviance, entre guillemets. Sauf que, typiquement, vous l'avez dit vous-même, des femmes qui ne sont pas formées, ça va être difficile de trouver un emploi, et celles qui le sont mais qui sont diplômées de l'étranger, il y a le problème classique de la reconnaissance des diplômes à l'étranger. Donc voilà. Donc ça c'est des choses, moi je vois pas ce que je peux dire de plus par rapport à ça. Il y a juste un point sur lequel aussi qui m'interpelle, et c'est peut-être pas là tout de suite le lieu d'en débattre, mais ça serait bien qu'on réfléchisse chacun de son côté là-dessus pour des débats ultérieurs. C'est présenter le voile de façon aussi un peu monolithique, comme forcément signe de quelque chose d'une soumission, d'un rapport totalement rétrograde. C'est compliqué d'avoir ça parce qu'on ne peut pas attribuer... les acteurs se saisissent d'un symbole et ils mettent les sens qu'ils y veulent. Et leur trajectoire sociale va justement les conduire vers tel ou tel sens. Et puis, alors c'est vrai qu'il y a certaines jeunes filles qui vont se trouver dans des situations compliquées, on va leur imposer ça, qui aimeraient bien, elles, ne pas emporter, mais il y a aussi d'autres... Alors là, je parle là, on parle principalement du voile des descendants d'immigrés, qui n'est pas le voile des mamans, c'est encore autre chose. Mais aussi, on trouve un certain nombre de jeunes filles qui, elles, veulent le porter, comme cette jeune fille dont je vous parlais, qui voulait faire médecine, qui faisait ses études de médecine et qui veut travailler dans l'hôpital public. La question, c'est que, en fait, moi j'ai pas de réponse à ça, c'est quelque chose que je mets en débat. Qu'est-ce qu'on essaye de vouloir faire dans ce pays? Est-ce que l'objectif, c'est de dire que dès qu'on voit la question des signes religieux dans la fonction publique, elle est extrêmement bien délimitée par le droit et la jurisprudence. C'est posé, ok. Mais au-delà de ça, on a vu ce qui a pu se poser dans le débat public plus récemment sur le religieux dans le monde de l'entreprise ou même le religieux dans la rue. Là, je ne parle pas du niqab ou de la burqa, on a eu aussi quand même depuis plusieurs années des propositions de loi qui ont été posées pour même interdire le simple hijab dans la rue. Bon, ça n'a jamais été discuté à l'Assemblée ou au Sénat, mais il y a eu des propositions de loi qui ont été déposées comme ça. Moi, en fait, ce que je sais pas, je me demande,
si on considère que l'émancipation, c'est pouvoir donner à chacun les outils pour construire sa vie de façon autonome, sans être sous la domination de qui que ce soit, parents, frères, mari, copains, voisinage, que sais-je, ça va être difficile si on dit aux femmes, à ces femmes voilées avec un hijab, voilà, bah, il n'y a pas de place pour vous, quoi. Vous ne pouvez pas travailler parce que, là je parle du secteur privé, hein. Là c'est un petit peu compliqué, et en même temps je trouve que alors que la laïcité dans les textes juridiques est extrêmement bien définie, on est dans une conception de la laïcité quand on écoute le débat public qui est quand même très voilà, en plus on rajoute à ça une version un peu plus identitaire pour l'extrême droite. C'est un petit peu compliqué là pour construire du vivre ensemble. J'ai pas de solution, mais je trouve qu'il faudrait à un moment reprendre les choses posément, calmement, remettre ce qui est l'ordre du social, enfin voilà, rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, et arrêter de c'était la circonstance, et arrêter finalement de mettre en religieux ou mettre en explication ethnique des problèmes sociaux bruts. Et là, quelque part, les services publics, mais aussi les associations, les entreprises, sont... quand on est responsable de telles structures, souvent on se retrouve un petit peu seul, et je trouve que il manque un truc là, de poser le débat un peu plus clairement pour essayer de déconstruire, déconstruire les situations et continuer d'avancer, parce que les actes, par exemple les individus en face, peut y avoir des enjeux de pouvoir aussi entre habitants, administration, secteur, et quelque part, dès qu'on va se référer aux religieux, on sait que ça va exploser. Alors que le problème, le nœud du problème, il n'est pas forcément là. C'est parfois des enjeux de reconnaissance, mais pas en termes de volonté réelle, de droits différenciés en termes culturels ou religieux. Mais vous voyez, on peut essayer comme ça d'apaiser les choses. Et pour vous citer juste un exemple de choses très intéressantes qui se font, je vous donnerai l'exemple de la question des cantines, du halal et même du kasher et de toutes les demandes comme ça, et comment elles ont été traitées par la communauté d'agglo de Lyon. Ils ont une idée magnifique, c'est que donc ils avaient un certain nombre de revendications qui ont commencé à monter par d'autres, et ça commence à devenir un petit peu tendu. Finalement, ils ont réuni tous les acteurs, donc des représentants du culte, mais aussi des gens qui n'avaient rien à voir avec ces associations religieuses. Et ils ont réfléchi en fait à comment on fait manger tout le monde ensemble. En fait, ils ont, décalé le problème, et ils l'ont tourné beaucoup sur la question de la diététique, etc. Et en fait, voilà ce qu'ils proposent. Ils proposent 3 types de menus, ça c'est dans mon souvenir, il faudra revérifier, mais dans mon souvenir c'était comme ça. 3 types de possibilités aux parents, et les parents peuvent, en fait, au cours de l'année, changer le choix dans lequel ils s'inscrivent. Donc il y a une première ligne où c'est les repas pour tout le monde, où il peut y avoir du porc ou pas. Voilà. La deuxième ligne, c'est... c'est que quand il y a du porc, il y a une viande ou un poisson de substitution, mais absolument pas halal ou kasher, c'est juste quand il peut y avoir du poulet, ou voilà. Et la dernière ligne, c'est que quand il y a ça, quand il y a du porc, il peut y avoir des repas même végétariens ou végétaliens, avec la possibilité pour les parents de choisir sur quelle ligne en fait ils veulent inscrire leur enfant au cours de l'année. Et je me dis que si une aussi grosse communauté d'agglo que Lyon arrive à mettre en œuvre, d'un point de vue gestion administrative et cuisine, ça va nous interpeller, ça quand même. Parce que souvent, vous voyez, là, la question, elle a été tournée en termes de concertation avec tout le monde, culte ou pas culte. Il n'y avait pas que les associations religieuses dans l'affaire. En termes de santé alimentaire, diététique, initier les enfants à des goûts différents, présenter du tofu à des moi j'ai pas mal travaillé en sorte de loisirs. On n'avait pas de tofu à l'époque, mais
présenter des repas dont ils n'ont pas forcément l'habitude, ça relève du challenge. Mais c'est pas mal parce que comme on vit dans un monde aussi de plus en plus globalisé, c'est travailler l'ouverture à l'autre, à des façons de faire et tout différentes. Et depuis qu'ils ont fait ça, ils n'ont plus de problème sur les questions de halal, kasher et tout. Donc, ouais, mais... Non, mais il y a beaucoup d'autres villes où c'est pas résolu. Hein. Oui, mais à un moment, comment dire, on est dans un... Il y a l'État, il y a les collectivités, tout ne peut pas se décider au niveau central de l'État. Surtout, la cantine, ça relève des collectivités. Tout ce que je dis, c'est que moi j'ai vu d'autres villes où il y a eu des tentatives de la part souvent des gens de religion musulmane d'arriver à ce genre d'accord, et la réaction c'est que le mari se braque. J'ai eu au moins 3-4 villes où j'ai eu ce genre de négociation, où le mari se braque en disant on ne peut pas prendre en compte le fait religieux, et finalement, parce que ça c'est prendre en compte le fait religieux, c'est contre la laïcité et non. Bon. Et après, parce qu'il y a une idée extrêmement étriquée de ce qu'est la laïcité. C'est vraiment devenu un étendard en fait dans... Et je pense qu'effectivement, comme vous dites, il faut penser au niveau micro-local. Tout ne se décide pas en fait d'en haut, mais justement au niveau micro-local, les configurations sont très hétérogènes en fait au sein. Et effectivement, il y a beaucoup de cas comme ça où la laïcité est en fait la laïcité essentialisée parce que de toutes les manières, la laïcité elle est toujours sujette à réinterprétation comme on peut le voir. Les bonnes pratiques sont pas vraiment connues. Qui connaissait cet exemple lyonnais? De Lyon. Lyon, tout le monde. Mais le problème, c'est que moi, j'ai vu des affaires, par exemple, des mères viennent vers moi en tant qu'avocat, parce qu'ils ont des gosses en maternelle et ils demandent de ne pas servir de la. Parce qu'une fois qu'on est au collège, les gosses, simplement, ils ne mangent pas la viande, tu vois. Mais un gosse de 3 ans, 4 ans, il ne sait pas. Donc ils demandent simplement qu'on ne sert pas de la viande aux gosses et on a des refus sur la base de la laïcité. Ah non, il faut absolument leur donner la viande, sinon c'est pas laïque. Non mais je plaisante pas du tout, j'ai 4 cas comme ça. Donc mettre la laïcité, si on sert ou ne sert pas de la viande à un gosse de 4 ans parce que sa mère et son père ne veulent pas, il y a quand même un problème. Comment ensuite on négocie, enfin on pose ça. Là, ce que je vous ai dit, c'est qu'on a décalé le débat sur autre chose. Si chacun reste... voilà. Je suis d'accord, mais malheureusement, c'est pas le cas. Est-ce qu'on peut réagir sur les commentaires qu'il y a eu, puis après je repasse la... Est-ce qu'on peut revenir au salafisme aussi, peut-être? Oui. Je vous en prie, je suis là pour ça. Non, mais déjà, il y a plusieurs choses, il y a énormément de choses à dire. Merci pour vos questions. Si vous me permettez, il y a un mot qu'on n'a pas prononcé, mais je pense que c'est le point commun entre vos différentes questions, c'est le poids des perceptions, en fait. Parce que là, on raisonne, quand je dis on, le on est impersonnel, je parle de tout le monde en général et personne en particulier, c'est à quel point on est plus comme ça, on parle d'une réalité, d'un fait, d'un concept comme s'il était tangible, objectif, et en fait, au bout de quelques minutes, on se rend compte que ça ne veut rien dire. On se rend compte que chacun explique la réalité comme il veut. C'est vrai pour l'islam. Aujourd'hui, ça veut dire quoi? C'est quoi un comportement islamique? Si vous avez la réponse, je suis preneur. C'est quoi un comportement chrétien? Je ne parle pas de valeur, je ne parle pas de ça, je ne parle pas de la foi, la spiritualité, c'est un autre débat, ça ne m'intéresse pas. Aujourd'hui, sociologiquement, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui, l'islam en France? Est-ce que c'est dans le Coran que je vais savoir? Est-ce que c'est par exemple en apprenant les 6236, je crois, versets du Coran que je vais savoir comment vivent les gens qui ont un héritage musulman? Je suis à peu près sûr que non. Et je suis sûr que vous êtes d'accord. Pareil pour la laïcité. Est-ce que c'est en apprenant au mot près la loi de 1905, qui, petite note de bas de page, ne fait jamais mention du terme laïcité? La loi de 1905 ne fait jamais mention du terme de laïcité. La loi de 1905 est une loi de séparation et de neutralité. Et de liberté de conscience. Vous avez 3. La loi de 1905, peut-être qu'on peut en parler rapidement, c'est un trépied. Vous avez 3 principes fondamentaux. Le premier, c'est la liberté de conscience, qui est le plus important. C'est l'article 1. C'est l'article 1. Et l'article 2, ensuite, fait mention d'un devoir de neutralité des agents de service public. Ce qui veut dire une chose assez simple. Je suis désolé, ça va peut-être vous choquer, mais la France n'est pas un pays laïque. La France est un pays où l'État est laïque. C'est fondamental. Dans la rue n'est pas un endroit, un espace, un lieu
où s'applique la loi de 1905. Regardez le débat sur le voile intégral. On ne peut pas dire la France est laïque, on interdit le voile intégral. Ça ne tient pas. Est-ce que c'est un enjeu de sécurité? Je rappelle une chose, c'est que le port du voile intégral n'est pas interdit en France. Ce qui est interdit, c'est de sortir dissimulé, le visage dissimulé. Parce que vous n'avez pas le droit d'interdire le port du voile intégral. C'est discriminant, c'est discriminatoire. Il a fallu. Parce que les gens confondent le vote de la résolution qui condamne le principe du port du voile intégral et la loi qui interdit le fait de sortir le visage dissimulé. Et le troisième pied de la table, c'est le fait que l'État doit être à équidistance, traiter les religions de la même manière. L'État ne reconnaît aucune religion, l'État reconnaît toutes les religions. Ça, c'est la loi de 1905. Mais ça, c'est aussi la théorie. Et là, on vient à ce que je disais, les perceptions, les enjeux politiques, les circonstances, les stratégies, les incompréhensions, les paradoxes, les gens qui sont sincèrement convaincus de défendre une idée juste et qui le font très mal, ça existe aussi. On parle d'être humain. L'être humain n'est pas quelqu'un de rationnel par essence et par excellence. À partir de là, une fois qu'on a dit ça, eh bien, on fait du social, on fait du politique, on analyse les acteurs, on analyse les enjeux. C'est pas en s'intéressant à ce qu'est la laïcité ou pas, en France aujourd'hui, qu'on va comprendre comment fonctionne l'État. Vous avez eu un très bon exemple, madame, dans le fond. Vous avez dit, des femmes portent le voile et des femmes se font agresser parce qu'elles portent le voile. Extrêmement intéressant. En fait, vous avez dit, je vais le traduire en d'autres mots, vous avez dit le voile est un symbole. C'est ça que vous avez dit. Est-ce que je me trompe? Non, c'est tout à fait ça. Eh bien, on parle de symboles. Et les symboles, c'est jamais rationnel. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Très bien. Donc, une femme peut porter le voile, certes. Aujourd'hui, en France, on n'a jamais eu autant d'union entre guillemets mixtes, j'aime pas ce terme. C'est comme le terme intégration. Je comprends ce que vous voulez dire. Enfin, je veux bien qu'on parle d'intégration au sens sociologique. Mais dans ce cas-là, on parle d'intégration pour 65 millions de Français. On est cohérent, on n'est pas cohérent. C'est comme quand on parle de l'issue de l'immigration. Le premier fils de l'immigration en France, c'est Nicolas Sarkozy. Est-ce que je me trompe? Mais il était bien intégré. Non mais, c'est comme, est-ce que personne n'irait dire aujourd'hui à M. Nicolas Sarkozy, président de son État, président de la République, donc, c'est président de la République. Hein? Ex. Oui, quand même. Il continue à la bouche. Il n'est pas interdit qu'en 2017 il se représente, ne sait-on jamais. Non, Nicolas Sarkozy n'est pas vu, n'est pas perçu par une majorité de Français comme un fils de l'immigration. Est-ce que je me trompe? Non. Mais une discrimination par le contrat. Non, mais quand on parle d'intégration, c'est déjà un terme, comme disait Leïla, à déconstruire. C'est l'intégration, ça concerne qui au final? C'est comme la laïcité, on parle de qui? Madame parlait de catholicisme. Elle disait, on a appliqué la laïcité, on l'a imposée au catholicisme. Je comprends ce que vous voulez dire, madame. Mais c'est factuellement faux, parce qu'on a négocié avec l'Église catholique. Oui, beaucoup. Briand n'a pas eu une position. Entre la laïcité de Briand et celle de Combe, c'est différent. Voilà. Je rappelle qu'après 1945, après la libération, l'Église catholique revoit un certain nombre de dispositions avec la République française. Il y a la théorie et la pratique. Il y a les lois de 1906 et de 1907. L'Alsace-Moselle ne se voit pas appliquer comme territoire de la République la loi de 1905. Et ce genre de choses. Pour dire à quel point aujourd'hui, en fait, à la rigueur, il faudrait interdire ces mots, si vous passez l'expression. C'est de quoi est-ce que vous parlez? Qu'est-ce qu'on veut prouver? Quel est notre objectif? Êtes-vous d'accord? Les mots sont ne sont pas clairs. Si on parle on ne voit de l'aspect pas ce que juridique des choses... représente le terme intégration. Exactement. Ça veut dire uniformité. Je vais vous donner un exemple. Très bonne question, madame. Après, quand vous dites l'intégration, vous savez, le débat très... Vous avez la télévision, je pense que vous regardez la télévision. Intégration, assimilation. Moi, c'est un débat qui me passionne, mais qui, à mon avis, d'une unité affligeante. Oui. Montrez-moi concrètement aujourd'hui une personne intégrée et une personne assimilée. Et on fait la différence. Ça m'intéresse. C'est un héritage, ça aussi. Qu'est-ce que c'est qu'une personne intégrée et qu'est-ce que c'est qu'une personne assimilée? Factuellement, oublions la théorie. En termes pratiques, ça m'intéresse. Je ne sais pas si je réponds à votre question. J'étais très choquée quand il était question de problème d'identité. Je me refusais d'être identique à celui qui a voulu instaurer cette loi sur l'identité. Je ne me sentais absolument pas identique à M. Guéant. Non, mais là, ce que vous dites, chère madame, c'est qu'il y a autant de visions de l'identité française qu'il y a de Français. Non, je vais aller plus loin. C'est une boutade, mais le terme d'être identique, c'est absurde. Non, mais surtout que si vous voulez savoir ce qu'est l'identité française, quand vous dites République française, vous avez tout défini. Ça y est, c'est bon. Mais est-ce que tous les Français sont républicains?
Est-ce qu'on pourrait revenir au salafisme, Oui, s'il vous avec plaisir, plaît? C'est le sujet de ce soir quand même. Pas seulement, mais... oui, mais enfin quand même, ça fait longtemps qu'on est sur la laïcité. La laïcité, c'est un sujet dont on n'arrête pas de parler tout le temps. Et moi, je suis venu pour le salafisme, c'était le sujet quand même. Alors, j'ai une question très précise. Moi, j'avais une question. Alors, allez-y, madame. On reprend une série de questions. Donc, en fait... justement, c'était sur le salafisme. Donc, vous avez dit que c'était donc un islam mondialisé. Et j'aurais aimé connaître en fait s'il y avait des destinations en fait de personnes musulmanes de France qui allaient particulièrement dans un pays faire hijra. Deuxièmement, je voulais donc vous avez dit que dans le courant des années 90, l'Arabie Saoudite avait changé son fusil d'épaule par rapport, pour promouvoir un salafisme quiétiste. Quelles sont vos preuves en fait? Et puis aussi les sites web. Est-ce qu'il y a des sites web particuliers qui sont en fait importants pour moi? Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions peut-être sur le salafisme? Moi, je voulais aussi parler de l'Arabie Saoudite et demander le rôle de l'Arabie Saoudite dans la diffusion du salafisme. Voilà. Donc, vous voyez, ça se recoupe. Bonjour. Moi, je voudrais éviter l'écueil des questions un peu redondantes qui sont dans le paysage français depuis très longtemps, qui ne font pas avancer le choix public. L'assimilation, l'intégration. Il faut éviter aussi de se fourvoyer dans les questions aussi de trop intellectuelles et très aigus, de qui c'est quoi le salafisme, quelles sont les ignorances, quels sont les chapeaux islamistes. C'est une situation exotique pour le français moyen et pour nous autres presque. À titre d'intellectualisme, oui, mais de quelle manière pratique, non. Aujourd'hui, ce qui est urgent, je pense qu'il y a un problème, c'est l'islam en France. Entre guillemets, parce que c'est la dernière religion qui vient, c'est la dernière religion qui n'arrive pas un peu à se recadrer par rapport au modèle, par rapport aux pratiques, par rapport à ça. Il y a un problème, il ne faut pas lever le voile par rapport à cette pratique, par rapport à plein de choses. Et ce n'est pas de la volonté du monde, de la volonté des musulmans. Ce n'est pas de l'excès des autochtones. C'est que, quelque part, il y a malentendu. Comment lever le malentendu? Parce que il y aura de plus en plus de musulmans en France, il y aura des pratiques s'exacerbent. J'aurais souhaité, dans vos analyses, que vous traciez une perspective dans ce sens-là. Ce qui est en train d'aider. On en a parlé dans tous les sens, mais pas parler dans cette perspective qui sont, je crois, autrement plus intéressante. Par-delà les clichés, par-delà tout ce qui est sous-jacent en termes de voile, en termes de cantine, en termes de cochon, en termes de tout cela. Je ne sais pas si je me fais comprendre, mais bon. Est-ce qu'il y a d'autres peut-être questions ou interventions? Je vous passe la parole. Alors, mademoiselle, si vous m'aviez posé la question des pays qui correspondent à des destinations pour les muhajiroun, donc les gens qui font la hijra. Je rappelle en une seconde que la hijra, c'est l'une des pratiques sociales les plus prisées par les salafis lorsqu'ils sont en contexte non musulman, de manière, en un sens, immunitaire. Vous savez, parce que le salafisme, l'entrée dans le salafisme, c'est une éthique de l'initiation. Attention, quand on est salafiste, c'est être la version actuelle, ou être dans une démarche pour arriver à être dans la version actuelle, représentée aujourd'hui, eh bien, la piété musulmane qui se veut authentique, avec le comportement qui va avec, la conception du monde qui va avec, et ainsi de suite. Il y a deux éléments, je pense, qu'il faut avoir à l'esprit. C'est qu'il y a, entre guillemets, des destinations plus ou moins, je dirais, traditionnelles, qui correspondaient assez souvent au pays d'origine de la famille, des parents, des grands-parents. Ce qui est assez intéressant quand on prend un peu de recul, parce que ça veut dire que les enfants, les générations nées ou socialisées en France, font le chemin de leurs parents de manière inverse. J'étais au Maroc, j'étais en Algérie, j'ai rencontré un certain nombre de personnes qui vivaient dans la maison que les parents, qui après avoir émigré en France, avaient construit grâce aux fruits de leur labeur. Très intéressant.
vous avez, entre guillemets, un retour de la migration, le cycle de la migration. On revient, eh bien, là où sont partis les parents ou les grands-parents. Il y a une deuxième chose intéressante à noter, c'est que certains salafis, parce qu'en fait la majorité des salafis français ne font pas la hijra, il faut le savoir. C'est un idéal, mais assez peu de personnes passent à l'acte. D'ailleurs, vous avez hijra et hijra. Vous avez la migration souche, où les gens veulent s'établir en terre d'islam. Vous avez ce que j'appelle la hijra Erasmus. On va en terre d'islam pour étudier. On y passe 6 mois, 1 an. Par exemple, au Caire, un certain nombre de l'école où j'ai pu aller, eh bien, vous voyez arriver des salafis français, américains, belges. Si vous allez au magasin Carrefour du Caire, vous rencontrez beaucoup de salafis occidentaux. J'ai fait un entretien très intéressant avec des salafis français qui, au rayon, parlent français. Pas des boiseries françaises. Très intéressant parce que les structures de consommation restent. On ne mange pas forcément égyptien. J'ai fait des entretiens dans des fast-food au Caire. Je ne suis pas certain que le commun de la population cairote mange dans les fast-food, au passage. Passons là-dessus. Vous avez, par exemple, à la jeunesse, par opposition à la jeunesse d'Afrique du Nord, qui rêve, pour une grande partie d'entre elles, d'Europe ou d'Occident, vous avez là encore une opposition des salafis français. Et vous avez une troisième opposition par rapport à certains acteurs de l'islam français qui voient la présence en France comme une bénédiction. Un pays, un continent, restait historiquement à l'écart de la révélation musulmane ou de la socialisation musulmane. Eh bien, l'immigration est une bénédiction. Pour les salafis, l'immigration est un danger. Ils n'aiment pas la France, ils la quittent. Ça vous rappellera des choses. Et vous avez aujourd'hui une deuxième tendance dans la hijra, des pays entre guillemets plus neufs, dont ne sont pas originaires les parents des grands-parents, comme l'Égypte, comme les pays du Golfe. Dans une moindre mesure la Jordanie, pendant longtemps la Syrie, mais bon, la Syrie, sans commentaire, la Malaisie, voire certains pays d'Afrique. Ces pays qui incarnent, les Émirats Arabes Unis, ces pays, ces sociétés qui incarnent une forme de réussite, là encore une fois, c'est très intéressant, mondialisée. Qu'est-ce que Dubaï, sinon la ville monde? La ville où il est possible d'être, où il y a des mosquées, où on peut manger halal, on n'interdira pas à nos épouses d'enlever le foulard une fois les pieds mis sur le sol. Eh bien, vous avez une nouvelle génération de destinations. Et vous avez aujourd'hui, on pourra en discuter après, eh bien, une appétence. C'est intéressant d'ailleurs quand je reviens à l'élément de cette appétence pour l'économie de marché, pour l'esprit capitaliste. Aujourd'hui, vous avez, par exemple, dans certains discours, qui d'ailleurs dépassent, à mon avis, les cercles salafis, cette mise en avant de Dubaï, d'Abu Dhabi, du Qatar, comme les réussites musulmanes ou arabo-musulmanes. Et donc les salafis français doivent, par exemple, s'ils veulent renouer avec l'islam, la terre d'islam, par exemple, privilégier ces modèles de réussite. Parce qu'ils font la jonction entre l'aspiration à la réussite économique et l'aspiration à plus d'authenticité, d'orthodoxie religieuse. Vous avez répondu à votre question. Pardonnez-moi, mais excusez-moi, quel lien entre le développement économique et la religion? Pour les salafis? Oui. Ils sont consubstantiels. Oui, dans la mesure où... C'est une opportunité ou c'est... Alors, pour l'écrasante majorité des salafis, comme je vous le disais, il y a une véritable valorisation des carrières entre guillemets capitalistes. Gagner de l'argent n'est pas mal. À la manière des premiers musulmans. Exactement. Je ne sais pas si vous vous intéressez à l'œuvre de Max Weber, par exemple, sociologue. Comment est-ce qu'il interprétait l'aspiration à la réussite et de certaines sectes protestantes aux Pays-Bas, dans la province unie, il y a quelques siècles? C'est la recherche de quoi? Une forme de prédestination. Voilà. Dieu les a créés, Dieu les élisait comme les siens, ils se regroupent. Eh bien, chez les salafis, c'est assez comparable, mais c'est assez différent. Il y a des points différents, je ne vais pas t'en m'attarder là-dessus, mais vous avez, si on passe, pour être schématique, je n'aime pas être schématique, mais j'ai pas le temps, quand on passe pour certains, entre guillemets, jeunes de banlieue, du RSA à la taxe professionnelle, qu'est-ce que c'est si ce n'est un signe d'élection divine? La prise en main religieuse, non, mais c'est très sérieux. Non, mais c'est important. Ben, je vais vous donner un exemple. Un jeune salafi converti, dont le père était entrepreneur, il était d'avis d'entreprise, de réflexion à domicile, je crois si la mémoire est bonne. Il me disait, pourquoi est-ce que les gens restent dans cette carrière du salariat, vous savez, un petit peu de l'usine, de l'entreprise, etc. L'État français, attention, les plis, ils se font plier par l'État français. En étant entrepreneur, je ne suis plus plié par l'État français. Ce qui est un terme pour dire je ne suis plus... Ok. Voilà. Alors, j'extrapole peut-être, pardonnez-moi, mais la différence de niveau de vie, par exemple en Arabie Saoudite, entre la classe riche et dominante et ceux qui ne sont pas, finalement c'est dû à la volonté de Dieu. Celui qui est pauvre, c'est Dieu l'a voulu.
Alors l'Arabie Saoudite c'est compliqué parce que l'Arabie Saoudite est un pays important pour comprendre le salafisme, mais l'Arabie Saoudite donne très peu de visas. Donc il y a très peu de. Non, mais je parle de la population autochtone. Bah, en fait, alors, comment ils le vivent, oui, vous avez, alors ce qui est clair, ce qui est assez. Là, en fait, ça mériterait des heures pour être franc avec vous. Non, mais je vais répondre. Vous avez une valorisation de la responsabilité individuelle. Par exemple, moi, j'ai rencontré des salafis qui me disaient je mets un point d'honneur à ne pas toucher les prestations sociales de l'État français. Je peux travailler, je suis en bonne santé, il y a la SNCF ou la RATP, j'ai oublié les deux. Je travaille, et moi, je ne vote pas. En tant que la plupart des salafis ne votent pas. Certains commencent à voter. On en parle après. Mais ils disaient si je devais voter, je ne voterais pas pour la gauche, je voterais pour la droite. La gauche, c'est quoi? Des lois sociétales qui, sur un plan islamique, ne sont pas forcément. Voilà. Et surtout cette propension à donner des aides sociales à tout va. Ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. Et vous avez une véritable valorisation de la responsabilité individuelle, de l'éthique de l'entreprise. C'est pas vrai pour tous, mais c'est vrai pour un grand nombre d'entre eux. Et vous avez une logique, une aspiration à la mondialisation capitaliste. Je vais vous donner un autre exemple. Mais ce qui est assez paradoxal, et je termine là-dessus, c'est que autant une personne comme Bill Gates peut être valorisée, parce qu'il est un symbole de la réussite, et la réussite est valorisée, autant Hugo Chavez, sur un plan politique, est également valorisé, puisqu'il est anti-impérialiste. Politiquement, éthique, politique, anti-impérialiste, éthique, économique, capitaliste, mondialisé. C'est le salafisme en France. Et je répondais à votre question. Oui, mais j'en ai encore... Parce que je vais répondre à tous. Alors l'Arabie Saoudite a changé son fusil d'épaule, c'est ça aussi, mademoiselle? Alors oui, comment est-ce que je peux prouver? Là encore, vous avez 3 heures. L'Arabie Saoudite, il ne faut pas essentialiser l'Arabie Saoudite. Elle a un discours religieux, la monarchie et les savants. Donc, le contrat social saoudien fait que le clerc et le politique, le clerc et le prince, sont les deux figures d'autorité en Arabie Saoudite, du moins sur un plan théorique. À partir de 1945, durant plusieurs décennies, vous avez une forme de consensus autour de la place de l'Arabie Saoudite. Sachant que ce que je dis là mériterait des heures et des heures d'explication. Mais vous avez une rupture de ce consensus avec la Première Guerre du Golfe. L'Arabie Saoudite est rattrapée dans sa prétention prosélyte de défense de l'islam et des musulmans de par le monde. D'ailleurs, à partir des années 70 et le boom pétrolier, l'Arabie Saoudite a encore plus que de raison les moyens de ses ambitions. Mais vous avez, avec la Première Guerre du Golfe, une rupture claire dans la mesure où vous avez les Afghans, une nouvelle génération de militants politiques, c'est ça que ça veut dire sur un plan sociologique, qui vont demander des comptes à l'Arabie Saoudite. Et là, il n'est pas anodin que la décennie 90 soit celle qui voit s'éloigner les Afghans du royaume d'Arabie Saoudite, du royaume qui les avait nourris. Avec une réflexion au sein du camp djihadiste qui est que fait-on maintenant par rapport à l'Arabie Saoudite? Est-ce que l'Arabie Saoudite était passée dans le camp des ennemis? L'ennemi proche, c'est l'ennemi musulman pour les djihadistes. L'ennemi lointain, c'est le gouvernement américain. Ce qui est légitime de s'en prendre à ses ressortissants partout dans le monde, en Tanzanie ou ailleurs. Et le 11 septembre 2001, c'est le djihad à domicile au niveau américain. 2820. L'Arabie Saoudite et les États-Unis sont dans le même camp. Il nécessite, il est légitime de s'en prendre à eux de la même manière. Maintenant, en termes de réaction de ce même royaume d'Arabie Saoudite, la décennie 90 est une décennie où on commence à réfléchir aux conséquences de cette action prosélyte qui a duré pendant une décennie, n'est-ce pas? Et vous avez une réflexion au sein sur le salafisme, sur la politique étrangère des États-Unis, sur le positionnement du pays à l'échelle mondiale, qui aboutit. L'une des conséquences, alors c'est loin d'être la seule, mais l'une des conséquences, c'est quoi? Eh bien, c'est une reconstruction de la référence religieuse autour de plus de légitimisme par rapport aux pouvoirs en place. Et de fait, aujourd'hui, vous ne trouverez pas de gens qui condamnent de manière plus ferme les djihadistes que les quiétistes. Alors, dans un entretien, un m'a dit, par exemple, ces gens-là, je les considère comme des chiens de l'enfer. Le quiétiste qui parlait d'un djihadiste. Ces gens-là sont les chiens de l'enfer. Ils sont même en dessous des non-musulmans. Et que je vais le prouver, par exemple, par rapport au programme scolaire au sein des universités islamiques de Médine ou de la Mecque, au sein du recrutement des savants et des imams en Arabie Saoudite, tout savant qui a un passif politique n'aura jamais de responsabilité maintenant. Je vous renvoie à l'excellente thèse d'un de nos amis, Nabil Mouline, qui s'appelle Les clercs de l'islam, et il a patiemment, sorti en 2010, 2011,
Et il a patiemment, il a fait ce travail sur la sociologie des savants, des clercs, des ulama saoudiens depuis plusieurs années, voire plusieurs décennies. Et il montre clairement, aujourd'hui, eh bien, qu'il y a une prime à l'apolitisme, qui est en fait une prime au légitimisme et à l'allégeance. Ai-je répondu à votre question? Oui, et on peut faire un parallèle en fait avec Cheikh Al-Bouti en Syrie. Alors Al-Bouti, ce n'est pas un salafi au sens où on l'entend. Cheikh Ramadan Al-Bouti qui est décédé il y a quelques mois. Pas dans le sens salafiste, mais dans le sens en fait allégeance. Alors là ça tient, alors là il faudrait non pas seulement des heures et des jours. C'est-à-dire que dans la structure de pouvoir au sein de nombreuses sociétés musulmanes depuis des siècles, j'ai parlé du trépied sur le 1905, vous avez là encore un nouveau trépied. Voilà. Vous avez le prince, l'autorité politique au sens temporel du terme, l'autorité religieuse au sens spirituel et légal du terme, et vous avez les gens du commun. La population, les commerçants, les gens du commun. Voilà. Chez les salafis quiétistes, les gens du commun n'ont pas à se mêler de politique. S'il y a une réforme à entrevoir, elle se fait dans l'interaction entre le prince et le savant. Le savant et le politique. Chez les révolutionnaires, les gens du commun, le peuple, peuvent entreprendre une carrière politique au sens, pas carrière qu'on entend nous, mais peuvent se politiser, voire légitimer la violence, à partir du moment où le prince trahit trop nommément l'islam. Ce qui fait qu'en théorie, je dis bien en théorie, la pierre angulaire du système, c'est le savant, c'est le religieux, puisqu'il légitime l'ordre politique, et il demande au peuple de ne pas trop en demander au pouvoir. Lui peut le faire, parce qu'il est le savant. Et en fait, l'une des différences clés entre le quiétisme et le djihadisme, elle est là. Le djihadisme autorise le peuple à demander des comptes et à questionner l'exercice du pouvoir du prince. Le salafisme quiétiste ne l'autorise pas. Le savant peut le faire, les gens du commun ne peuvent pas. Et j'étais assez clair. Et monsieur, ça je pense que c'est une question pour les gars, Alors, je suis super heureuse. Alors, votre question, elle est super compliquée. C'est pour ça que gentiment, on m'a donné le micro. en fait, plus sérieusement, je vais essayer de faire court, mais alors là, vraiment, vous mettez un grand défi. Vous me lancez un grand défi. Ah, si, plutôt. En fait, déjà, je trouve attraper la chose en disant l'islam fait ci, l'islam fait ça, c'est compliqué parce que l'islam, ça n'existe pas. C'est les musulmans qui portent des pratiques ou des conceptions du religieux. Du coup, là déjà, c'est un peu plus facile. Et ensuite, comme je l'ai un peu montré dans ma problématique, qui sont, dans mes composants, qui sont les musulmans en France? C'est difficile il y a tellement de façons on parle des musulmans confessionnels, des musulmans pratiquants, c'est un peu compliqué. Et du coup, souvent, il y a eu la tentative pour moi, par exemple, la construction du CFCM, il y a un certain nombre de personnes qui ont espéré que via cet outil, on puisse traiter de l'ensemble des questions touchant les musulmans sociologiques au-delà des questions du culte. Alors déjà, si on ne traite que des questions cultuelles et aller au-delà des querelles entre fédérations, déjà faire ça, c'est un grand challenge qui n'a pas été... le problème reste là, il suffit de voir comment se sont déroulées les dernières élections au niveau du CFCM. Et ensuite, penser que même si ça fonctionnait, on arriverait à traiter des autres problématiques sociales et politiques parce qu'on aurait un organe qui représenterait les musulmans au-delà du culte. Alors moi, ça me pose problème parce que quand même, on est dans un régime où l'État est laïque. L'État est laïque. L'idée de la création de CFCM, c'est pas une idée laïque. On pourrait discuter longuement. C'est pas l'État a accompagné, l'a impulsé. Voilà, mais ça n'existe pas dans d'autres pays. Ce genre d'organisation et d'organisation n'existe pas. Je reste sur la France. Oui, justement, mais c'est ça le problème. C'est que si vous restez sur la France, vous ne vous rendez pas compte que le phénomène est archi particulier et qu'effectivement, il est anti-laïque. C'est ça que j'essaie de dire. Donc pourquoi l'État devait se mêler à l'organisation d'une religion? Si ça c'est laïcité, moi je suis, je sais pas quoi. C'est vraiment, pourquoi? Je comprends pas. J'aimerais juste continuer. Non, mais le problème c'est... On va laisser la ça va être compliqué là.
Alors, du coup, j'en ai perdu mon fil. Voilà, donc pensez que, alors, d'un côté c'est un peu compliqué et de l'autre côté c'est en même temps extrêmement naïf. Enfin, avoir une instance comme ça qui représenterait, pour le culte déjà c'est un peu compliqué, mais même les musulmans sociologiques, enfin, est-ce qu'on a un autre organe en France qui fait ça? Enfin, c'est un peu compliqué. Comment? Le consistoire était sur le même modèle napoléonien. C'est sur le culte. Je comprends, mais le CFCM aussi est théoriquement limité au culte et est élu par les gens en termes de mètres carrés des mosquées. Vous savez aussi bien comment. Ouais, donc c'est quand même les élections de CFCM sont en fonction du culte et pas en fonction des musulmans sociologiques. Parce que c'est les mosquées qui élisent les délégués au CFCM. On va essayer de terminer parce qu'après il y a quelques questions. Excusez-moi, bon, c'est peut-être là-dessus, évidemment sur le nombre de mètres carrés et tout, mais quand on attend des responsables musulmans qu'ils interviennent sur des choses qui n'ont pas à voir avec le culte, c'est que là on sort de... Voilà, donc c'était ça, ce que je voulais pointer. Pour revenir, votre question... Si vous permettez que je reformule un peu légèrement. Voilà. Rapidement par contre, s'il vous plaît, de manière très concise. On est en train de travailler dans l'islam en France et c'est pas dans un autre cas. Je voulais dire, je ne repasse pas par toutes les considérations, mais l'islam, en tant qu'opinion, en tant que pratique, bien sûr, à travers ses pratiquants, je sais que c'est hétérogène, on est tous musulmans, parce que pour les musulmans, pardon, les musulmans, etc. Vous savez que la question est très 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 compliquée, vous le savez bien. Et, on sait que le spectre des musulmans est très 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 large, du pratiquant jusqu'à... Voilà. Mais, néanmoins, nous sommes quand même perçus comme musulmans dans la communauté par les autres. Voilà. C'est pas le fait que vous et moi, je suis musulman, on sait quels sont comment dirais-je, oui, la perception. Et qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Oui, parce que la question cruciale, il y a une communauté qui était très petite, qui s'agrandit, et qui est appelée à demeurer là, et qui a un problème générique à travers l'islam. Je voulais savoir dans quelle mesure, c'est pas peut-être pas devin non plus, dans quelle mesure cette forme de cohabitation, ou d'intégration pourrait réussir, parce que avant qu'on arrive à l'explosion. Parce qu'il ne faut pas dire, parce que c'est un religieux, dire que ce n'est pas un problème. la question. Alors, je dirais. Ce n'est pas très clair, mais bon. Si, j'ai rattrapé votre question. Je dirais, déjà, se positionner en termes de communauté, ça sous-entend que quelque part, il y a un groupe qui est organisé. Moi, je ne vois pas en quoi les musulmans, à travers qu'ils soient sociologiques et pratiquants, seraient organisés. Pour moi, il y a des musulmans qui, selon leur trajectoire, vont porter des intérêts différents et tout. Donc, déjà, si en tant qu'individu, vous regrettez qu'on vous assigne à du religieux malgré vous, il faudrait éviter de se positionner d'abord par la communauté. Il y a des musulmans qui vont rester... Certains aspects, on ne peut pas l'échapper aussi. Oui, mais déjà, voilà, on s'en rentre. Oui, mais là déjà, on essaye de trouver des solutions. Qu'est-ce qu'on peut faire déjà soi? Parce que du coup, si on critique le discours public en disant oui, ils nous posent comme communauté tout, mais qu'en même temps, les individus en bas portent aussi d'une certaine façon ce discours, on n'est pas sorti de l'auberge. Ensuite, sur la question de... Finalement, c'est vrai que quand on regarde l'actualité, va y avoir des événements type Babylou, ce qui s'est passé à Argenteuil, mais au-delà de ça, quand on va beaucoup plus parler des problèmes d'intégration des jeunes et comment on les associe à leur identité musulmane. Vous voyez, moi je dirais que le problème là, bon c'est vrai, ponctuellement ça peut être vraiment un problème religieux et comment on gère le religieux dans un certain débat. Mais c'est pas ça le plus compliqué. Pour moi, le plus compliqué, c'est que pour ces populations descendantes d'immigrés qui sont posées, quel que soit leur propre rapport aux religieux comme musulmanes,
et qu'on considère faire problème parce que échec scolaire, emploi, blablabla, quelque part, ces populations-là, c'est, si je puis dire, la pointe émergée de l'iceberg des classes populaires en général. Et qu'on a oublié pendant longtemps en France de se positionner la question en termes sociaux. C'est quelle est la place des classes populaires en France et comment faire en sorte que, quand on a un discours sur la méritocratie, sur réussir à l'école mon fils et tu deviendras cadre, et qu'en vérité ça ne fonctionne pas parce qu'il y a des problèmes de réseau, professionnel. Voilà, quelque part, il y a ça auquel on doit se confronter directement. La particularité de ces descendants d'immigrés, c'est que même quand ils réussissent à l'école et qu'ensuite il y a souci, et du coup encore plus pour ceux qui ne réussissent pas, l'ethnicité ou le religieux vont être mobilisés comme bouclier protecteur. Et comme je vous l'ai dit précédemment, moins on réussit, plus en fait le rapport à toutes ces identités va être rigide et va sortir de façon conflictuelle vis-à-vis d'autres groupes qu'on estime discriminants ou excluants. Donc c'est là qu'il faut travailler, c'est sur ces questions-là en fait, des choses qui peuvent sembler très basiques, mais sur lesquelles, à mon avis, on parle assez peu. Qu'est-ce qu'on fait sur l'éducation, l'importance de l'échec scolaire, donc là, au-delà même des questions immigrées ou pas, il faut reprendre toutes les enquêtes PISA où on dit que la France est un des pays de l'OCDE qui met le plus d'argent dans l'éducation, mais en même temps, notre moyenne en termes de réussite, elle est plutôt, on n'est pas dans le haut, et pire encore, malgré notre discours républicain sur l'école, on s'aperçoit que notre système scolaire est un des systèmes où, quand on est enfant d'ouvrier, on a le plus de chances d'être dans l'échec scolaire que dans les autres pays. Alors là, il y a un souci quand même. Et du coup, forcément, s'il y a le problème de l'échec scolaire, ça va se répercuter ensuite sur l'emploi. Et c'est une boucle. Donc, réfléchir, aux politiques de peuplement et de logement. Comment c'est réparti, parce que c'est facile de parler de communautarisme et tout, en disant, regardez, il y a des quartiers noirs, il y a des quartiers d'arabes. Quelque part, je me rappelle, on m'avait interpellé par rapport à ça en me disant, regardez, il y a des écoles maternelles où il y a des enfants, il n'y a que des petits noirs. Moi, je répondrais, mais est-ce que dès 3 ans, les petits noirs, entre guillemets, avec plein de guillemets, parce que je ne suis pas trop à l'aise avec cette catégorie, les petits noirs se réunissent volontairement pour vivre pleinement leur culture? Non, c'est pas comme ça que les choses se passent. C'est que, à un moment, il y a eu un problème par rapport aux politiques de peuplement, donc c'est-à-dire comment est-ce qu'on réfléchit l'implantation du HLM, comment est-ce qu'on réfléchit ensuite le peuplement du HLM, comment est-ce qu'on réfléchit la question de la propriété, l'accès à la propriété. Ça, c'est un petit peu occulté, ça reste l'affaire de spécialistes du logement, et c'est dommage que ces domaines qui peut-être sont très techniques, mais ils devraient être transformés en termes politiques et mis sur la place publique pour être débattus bien calmement. Et ça doit être mis en lien aussi tout ça avec l'éducation et l'emploi. On arriverait un peu à faire baisser la pression sur tous ces enjeux structurels qui sont des enjeux de politique publique, mais pas que de politique publique. C'est comment est-ce qu'on accroche aussi la société civile, le secteur privé à ça. Là, pour moi, pour l'instant, c'est encore vraiment à réfléchir, toutes ces questions. Et on arrivera à avancer sur ces thèmes. Je pense que toutes ces questions identitaires, ça se dégonflerait pas mal. En fait, il n'y aurait pas eu une conférence pour chacun de... S'il n'y a pas une erreur... Excusez-moi, juste madame, il y avait des... Je crois qu'il y avait quelqu'un qui demandait la parole depuis tout à l'heure. Il a répondu à ma question. Voilà. Juste la question, c'était la différence entre le salafisme piétiste et le salafisme djihadiste. Vous avez répondu. D'accord. Est-ce qu'il y a une dernière... alors, par contre, on va faire vraiment très, très rapide parce qu'il nous reste à peine 10 minutes. Et je vais du coup donner la priorité aux gens qui n'ont pas eu la parole. Merci. Oui, j'avais une question sur le salafisme et son rapport au modèle américain. Parce que donc, vous avez parlé de cette rupture géopolitique qui est la guerre du Golfe et donc du basculement de l'Arabie Saoudite, du basculement évident de l'Arabie Saoudite dans l'autre camp. Et donc, du coup, de cette lutte d'Al-Qaïda, notamment contre l'impérialisme américain. Et du coup, dans la même période en fait, de temps, il y a aussi l'effondrement de l'Union soviétique.
Et du coup, moi j'avais une grille de lecture un peu simpliste qui voulait que, je reprends une phrase que j'avais lue dans un manuel, le drapeau vert dans les rues arabes était devenu, avait pris le relais du drapeau rouge de la lutte contre le modèle américain, contre l'impérialisme américain. Et du coup, vous avez parlé d'une pratique du capitalisme qui pourrait s'apparenter à un capitalisme quand même dans son sens américain. Et donc du coup, comment distinguer cette théorie et cette pratique du salafisme? Merci. C'est une question par rapport à... pour monsieur. Merci. En fait, c'était pour revenir sur un élément dont on avait parlé tout au début, juste avant votre intervention. C'était par rapport au traitement médiatique de l'affaire Mera et son positionnement au salafisme. Enfin, s'il était réel ou s'il est fantasmé, je ne sais pas. Votre position là-dessus, en fait, en tant que chercheur, et la façon dont ça a été traité par les médias. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Alors, monsieur, la question du salafisme et de l'Arabie saoudite, le salafisme n'est pas le monopole de l'Arabie saoudite. L'Arabie saoudite est un pays qui se prévaut d'une lecture orthodoxe, qui se veut orthodoxe de l'islam. Sachant que ce n'a pas toujours été le cas, au passage, si vous me permettez de faire un panorama un peu plus large. J'ai parlé de la première guerre du Golfe, donc de août 90 à février 91, et toutes ses conséquences. Mais avez-vous jamais entendu parler de l'expression la décennie terrible, qui, comme toute autre décennie, ne dure pas 10 ans, un peu plus, qui commence en fait en 78-79. La guerre d'Afghanistan, j'en reviens aux Afghans, ne s'explique pas seulement par ça, mais l'un de ces facteurs, du moins du point de vue saoudien, c'est la révolution iranienne. Puisqu'à partir de 1979, vous avez l'émergence d'un Iran khoméniste révolutionnaire qui revendique une forme de leadership sur la Oumma, et plus largement sur les déshérités de ce monde. Vous savez que là c'est intéressant parce que, les gars, vous avez dit quoi? Là, vous avez dit, fondamentalement, les gars, on corrigera si l'islam ça n'existe pas. Ça ne veut pas dire que la foi musulmane n'existe pas, les valeurs de l'islam n'existent pas, ça ne veut rien dire. Ça veut dire que ce n'est pas l'islam qui explique, c'est l'islam qui doit être expliqué par des variables. Si vous avez un diplôme bac plus 5 et moins 5, c'est pas pareil que si, si vous êtes riche et pauvre, vous n'avez pas le même islam. Voilà. Si vous habitez en Arabie Saoudite et en France, vous n'avez pas le même islam. C'est ça que ça veut dire. C'est également vrai au niveau politique. L'islamisme de Khomeini, c'est un islamisme de gauche, révolutionnaire, anti-impérialiste, anti-américain. L'islamisme, pardon, chiite aussi. Pas seulement, vous avez des sunnites qui sont anti-américains, ça existe. Vous avez un islamisme saoudien qui est pro-américain. Les deux sont islamistes. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, l'une des raisons pour lesquelles l'Arabie saoudite envoie des jeunes se battre en Afghanistan, c'est pour montrer au monde, pour commencer par le monde musulman, que l'Arabie saoudite ne laisse pas tomber le flambeau de la représentation des musulmans et de la défense des musulmans opprimés de par le monde. Typiquement l'Afghanistan. Fenêtre d'opportunité pour le royaume et la politique étrangère de l'Arabie saoudite. À partir de là, l'Arabie saoudite, vous avez dit basculement de l'Arabie saoudite, moi j'ai jamais dit basculement en fait, ça c'est les djihadistes qui perçoivent ça comme un basculement, comme une trahison en fait. Mais l'Arabie saoudite ne peut pas être résumée à l'islam. L'Arabie saoudite est un pays qui a des frontières, des intérêts, une logique, certes l'islam en fait partie, mais en 1945, pacte de Quincy, dit pacte de la Saint-Valentin, 14 février 1945, histoire d'amour naissante entre les États-Unis et l'Arabie saoudite. Vous avez une puissance salafo-wahhabite, entre guillemets, en mettant des kilomètres de guillemets, et une puissance libérale démocratique, en partie chrétienne, qui se noue. C'est de la politique. Et bien l'Arabie saoudite fait de la politique. Et là, vous avez raison, c'est que vous mettez... Alors bon, malheureusement, là encore, ça mériterait qu'on en parle beaucoup plus, mais vous avez, j'ai parlé de fenêtre d'opportunité, vous avez également un effet vide. Après la fin et la disparition de l'URSS, vous avez au sein de certains cercles occidentaux, mais à commencer par certains cercles américains, la recherche d'une nouvelle logique de positionnement mondial. Les Américains étaient à la recherche de ce qu'ils ont appelé une grand policy, une grand strategy, une grande stratégie, un projet structurant pour leur politique étrangère. Comment faire alors que l'ennemi a disparu? Par qui le remplacer? Sachant que Ben Laden,
selon un plan, d'un point de vue conjoncturel, tombé assez bien. Vous savez, à un moment, on a eu aussi le nationalisme dans les Balkans, Milosevic, ce genre de choses. Aujourd'hui, certains cercles américains, certains think tanks, certains courants de pensée intellectuels à l'université américaine pensent qu'il y a un véritable, alors c'est pas dit comme ça, mais il y a cette réaffirmation du monde musulman qui est pris comme un tout, là encore une fois, comme un tout essentialisé, et le principal défi de politique étrangère pour les puissances occidentales, à commencer par les États-Unis. Et ce qui est assez dangereux, c'est que dans le monde musulman, vous avez des gens aujourd'hui qui vous expliquent que l'Occident, c'est le mal absolu. Que jadis c'était l'URSS, vous avez raison. Hein, aujourd'hui, l'axe américano, euro, russo, ce que vous voulez, les musulmans doivent faire attention. Et les musulmans ont vocation aujourd'hui à se prendre en main. Que dit Ben Laden? C'est intéressant. Ben Laden n'est pas un acteur religieux au sens propre du terme. Il ne veut pas convertir les Américains. Il leur dit quoi, les Américains? Partez. Dégagez. Al-Qaïda, vous savez, j'ai parlé d'Al-Qaïda Irak, Al-Qaïda Syrie, Al-Qaïda Yémen. Ça vous fait penser à quoi? Je reviens à la mondialisation. C'est l'implantation sur un théâtre donné d'une offre politique qui passe par la violence. Il se passe quoi en Birmanie aujourd'hui? Vous savez que la Ban Ki-moon a dit que la minorité la plus persécutée aujourd'hui, c'est la minorité des Rohingyas, musulmans de Birmanie, originaires d'Inde. D'ici quelques mois ou quelques années, vous aurez Al-Qaïda Birmanie. C'est pas une blague. Hein. Il y a une offre et une demande de radicalité. Ben Laden, Al-Qaïda, les djihadistes, les révolutionnaires, ce que vous voulez, prospèrent là où il y a un défaut de politique institutionnelle. Fondamentalement, c'est ça. Il y a eu Al-Qaïda ou des djihadistes en Bosnie, en Tchétchénie, etc., en Palestine. Nous avons certaines personnes, notamment, je reviens aux États-Unis, mais ce n'est pas les seuls, mais ont un discours culturaliste ou essentialiste. Ces gens-là font ce qu'ils font parce qu'ils sont ce qu'ils sont. Et ces gens-là leur répondent, votre politique étrangère fait que nous sommes obligés de faire ça. On ne parle pas le même langage. Est-ce que ça va? Est-ce que je peux continuer si vous voulez? Je peux parler encore. Et le traitement médiatique, je termine là-dessus, de l'affaire Mera et la mention au salafisme, c'est ça? Oui, la mention au salafisme. Écoutez, tout simplement parce que les politiques ne lisent pas nos livres. Et que le salafisme, là encore, ce qui est vrai, et vos questions sont très complémentaires, parce que mes réponses sont complémentaires, ce qui ne cache rien, ce qui est vrai au niveau géopolitique est vrai au niveau franco-français. Le salafiste arrive à point nommé. Mera, le gang de Roubaix, par le passé, ce qui s'est passé à Torcy il y a quelques mois, les djihadistes qu'on a vus au Mali, vous savez, qui sont allés combattre lorsque l'armée française est intervenue, c'est le djihad à domicile. C'est-à-dire que Manuel Valls, je l'entends souvent parler quand il parle d'islam, il dit le danger salafiste. Il veut dire quoi? Est-ce que vous pensez qu'il parle de la typologie, que les chercheurs font, ils sont payés pas très cher malheureusement pour faire ce genre de typologie? Il veut dire voilà, le barbu extrémiste sectaire, radical, fondamentaliste, intégriste. C'est ça qu'il veut dire. Petite parenthèse, en 2005, en mars ou avril 2005, un numéro du Figaro mentionnait un article qui s'appelait, dont le titre était « L'UMP cherche dans sa boîte à outils ». Et à l'intérieur, c'était un débat de politique française relativement classique, il avait été relaté, été rapporté les propos du ministre délégué au travail de l'époque, Gérard Larcher, deux points ouvrez les guillemets. Nous avons une lecture salafiste du Code du travail, comme s'il était définitivement ininterprétable, sauf par les seuls oulémas de la Cour de cassation. Point, fermez les guillemets. C'est extrêmement intéressant. Il y a 20 ans, ou 30 ans, M. Larcher ou l'équivalent de M. Larcher aurait dit interprétable uniquement par les seuls sommets suprêmes. Vous êtes d'accord? Qu'est-ce que ça veut dire? Changement de logiciel intellectuel et idéologique. Ce qui est vrai au niveau macro est vrai au niveau micro. Aujourd'hui, regardez un petit peu, moi j'ai vu les émissions, je ne regarde pas beaucoup la télévision, mais j'ai vu un certain nombre de choses. Alors, salafisme ou pas, les ayatollahs de la pensée unique, les salafistes, tu vois, j'ai vu l'émission, on disait les salafistes de la séduction, quelque chose comme ça. Intégration négative du référentiel de l'islam. Vous avez une intégration relativement positive, comme vous disiez Leïla, lorsqu'il y a le ramadan, lorsqu'il y a les fêtes, etc. Et vous avez une intégration négative, changement de logiciel, regard sur le monde. Il y a eu un effet de vide, il faut le combler, il faut le remplacer. Donc ce qui est vrai au niveau saoudien est vrai au niveau du discours politique. Par exemple, à l'époque lorsqu'il s'est passé ce qui s'est passé avec Mohamed Merah. Et à mon avis, ce n'est pas terminé.
Est-ce qu'il était salafiste ou est-ce que c'était un fantasme? Parce qu'il y avait toute une interprétation sur le fait qu'il sortait en boîte, qu'il finalement il avait voyagé dans des pays arabes. Oui, alors ça, vous avez raison. Je peux vous dire c'est ça que aussi qui était intéressant. Un journaliste m'a interviewé il n'y a pas très longtemps. Il m'a confié la chose suivante, il me disait, vous savez, il y a 2-3 ans, dans les conseils de rédaction, dans les journaux, dans les émissions de télé ou de radio ou sur Internet, on ne pouvait pas parler du salafisme, on se disait que les gens n'allaient pas comprendre. Le salafisme, il fallait parler d'intégristes ou d'extrémistes. Aujourd'hui, première réunion de rédaction, alors il nous faut quelque chose d'un sujet sur le salafisme. La vision religieuse n'est pas forcément celle de certains cercles médiatiques, politiques ou intellectuels. Mera, c'est Mohamed Merah. Enfin, Mohamed Merah, c'est quelqu'un, alors si vous êtes un salafiste quiétiste, qu'est-ce que vous pensez de Mohamed Merah? On revient à l'idée de concept. Laïcité, islam, salafisme, ce sont des concepts. Ce sont ce que les gens en font. La question de la hijra, certains salafis aujourd'hui commencent à remettre en question le caractère obligatoire de la hijra, ou l'interdiction du vote. Regardez les salafis en Égypte. Pendant longtemps, jusqu'à la Révolution, ils s'interdisaient de participer au jeu électoral. Départ de M. Moubarak dégage, n'est-ce pas, Irhan, légitimation de l'investissement dans le champ politique. Construction et reconstruction d'une même logique. Le salafisme, c'est ce qu'on en fait. L'islam, c'est pareil. La laïcité, c'est pareil. Donc à chaque fois, il faut étudier les contextes pour comprendre ce que font les acteurs. Merci, je crois que ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup.